Donc merci à tous d'être revenus, puisque visiblement nous n'avons pas eu trop de pertes entre hier et aujourd'hui. Peut-être un petit récapitulatif de la journée d'aujourd'hui pour savoir à quoi vous allez vous attendre. Donc on aura 2 conférences qui seront chacune des conférences assez courtes, d'une demi-heure, qui seront chacune suivies d'une table ronde. Alors une première table ronde qui sera plus formation, l'enjeu écologique versus l'enjeu de la formation dans les métiers du social. Sujet important pour tous. Et la deuxième qui sera plus, il y avait une question très intéressante sur la mise en pratique de manière éducative. Il y avait plusieurs questions intéressantes sur le sujet. Effectivement, la table ronde numéro 2 qui commencera à 11h, qui suivra l'intervention de Laëlia Benoît, qui est une pédopsychiatre de l'université de Yale, donc qui interviendra en visio. Cette conférence, je pense, pourra vous permettre de trouver certaines réponses pratiques aux questions qui sont posées hier. Et après quelques interventions de la Ligue d'improvisation que je pense on a tous beaucoup apprécié hier soir, il y aura ce fameux déjeuner donc où on vous proposera de vous passer de viande pour tester. Et puis, 3e table ronde qui sera plus autour du management en début d'après-midi. Et ensuite, des ateliers. Alors, les ateliers, il y en a un nombre assez conséquent. N'oubliez pas que vous avez des QR codes normalement près des tables. À l'entrée, au niveau du tableau, les ateliers sont limités en nombre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à flasher le QR code et à vous inscrire. Balade dans l'environnement, objectif de développement durable, numérique, téléphone vert, ludothèque, qui sera animé par quelqu'un de la médiathèque, et puis fresque du climat, les mains dans la terre, et puis quelques courts-métrages qui seront projetés en même temps. Donc, vraiment, je vous conseille de vous inscrire tout de suite. Pierre, est-ce que j'ai oublié des choses ? Bon, merci beaucoup Pierre. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Monsieur Grand-Georges, donc Dominique Grand-Georges. Vous êtes formateur, consultant et auteur spécialisé en matière d'adaptation des enjeux écologiques et climatiques dans le travail social. Alors, c'est un petit peu une manière d'entrer dans le vif du sujet. Hier, on a plus eu des choses qui permettaient de dessiner le cadre des enjeux et leur importance. Là, on entre vraiment dans les rapports entre écologie et travail social. Donc, ce livre qu'on voit à l'écran, l'écologisation du travail social, c'est votre dernier ouvrage. Et donc, vous avez vraiment 30 minutes pour intervenir. Merci par avance. Alors après, je vous inviterai, comme je le disais, à passer à la table ronde. Donc, je vous présenterai les intervenants de table ronde à ce moment-là. Et s'il y a des questions à poser à Monsieur Grand-Georges, je vous invite à le faire non pas après sa conférence, mais en même temps que les questions qui seront posées à la table ronde. Merci beaucoup. Merci. Alors, je me présente très succinctement, très brièvement. Je suis EduxP de base, et puis j'ai bourlingué à la fois au niveau des kilomètres, c'est pas très bien au niveau carbone, et à la fois au niveau du parcours professionnel pour atterrir comme directeur général d'office HLM, directeur de CCAS, de centre socioculturel, et jusqu'à me trouver un moment qui m'a permis de me poser et d'écrire ce livre, car j'avais déjà pu, à l'occasion d'expériences dans le cadre de la formation, expérimenter la question et les enjeux écologiques dans les enseignements de formation auprès de travailleurs sociaux, notamment de cadres et de Café Ruisse plus spécialement. Donc aujourd'hui, on va voir dans ces 30 minutes une présentation évidemment du livre qui va être le support de mon déroulé, où on va se poser la question comment enseigner la question écologique, et on verra qu'il y a des tensions aujourd'hui entre plus deux approches principalement. Et puis je vais me présenter aussi, je vais me mettre en scène, ce sera peut-être un peu
immodeste, mais c'est vrai que j'ai une certaine expérience et je vais essayer d'afficher la méthode que j'emploie, qui est encore une méthode en friche, une méthode expérimentale dans le cadre des enjeux écologiques. Et je vais conclure en toute modestie, en travaillant, en reprenant à notre fin les travaux et les recherches du regretté philosophe Bruno Latour, qui a vraiment surplombé cette question avec brio, humour et luminosité. Alors le livre, pourquoi le livre et de quoi parle le livre? Alors mon sujet, c'était de comprendre comment on peut articuler les enjeux écologiques et l'intervention sociale, le travail social en général. Ou plutôt, comment la question écoclimatique, pour le faire simple, s'exprime dans notre secteur social et contribue à la recomposition des mondes, comme le dit si bien l'anthropologue Philippe Descola. Alors, dans un premier temps, de façon méthodologique, j'ai fait une formation de sociologie à Strasbourg. Je tente de présenter les blocages psychosociaux et plus largement les raisons sociologiques, idéologiques qui font obstacle. Alors, en résumé, j'aborde le syndrome de l'autruche, la procrastination collective, les questions d'amnésie générationnelle environnementale. On ne pourra pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à approfondir ces questions et je pense que les formateurs, les enseignements ici pourront l'aborder. Je crois que déjà hier, la question du productivisme a été vue sous le prisme de la psychanalyse. Cette question qui est véritablement centrale depuis le XVIIIe siècle et qui nous empêche de réagir différemment, de réfléchir face au progrès qui est véritablement ancré en nous. Progrès technologique. Dans un second temps, à partir d'une enquête numérique ciblée sur l'ensemble du paysage social français, j'ai pu mesurer l'ampleur, alors on était en 2018, fin 2018, début 2019, de l'absence, l'ampleur de l'absence d'évocation, d'occurrence de la question écologique. Et j'ai tenté, à partir des quelques éléments que j'ai pu recueillir, une typologie de la qualité de l'engagement des structures que l'on retrouve. Alors là, la typologie, on la retrouve là, des structures qui se sont investies. Je tiens vraiment à préciser que c'est la petite minorité. Et donc on voit une démarche plutôt ancrée vers les petits pas et quelques autres structures qui s'investissent un peu plus loin, je dirais, de la transition, c'est le sas de passage, et l'écologisation intégrale. Alors là, on est vraiment dans des infimes des exemples. J'en donne 5 dans mon livre, dont 3 vraiment remarquables à mes yeux. Alors, de cette dernière, l'écologie intégrale, il en ressort, j'essaie de faire ressortir des constantes, même si le panel est très succinct, on en conviendra, et je trouve, ça en ressort 5 facteurs de réussite de l'écologisation du travail social. On les voit sur l'écran. Alors d'abord, l'engagement de la direction et sa capacité à mobiliser, la définition de la situation, agir ici et maintenant pour faire face, le recours à la circularité, à la sobriété, au bénéfice de l'économie. Je crois que là, à quelques vols de mésanges bleus, on trouve cet exemple dans les jardins de la ferme urbaine du Trichon. Il suffit d'aller traîner ses guêtres dans ce coin-là. Et le dernier exemple vaut aussi agir avec le vivant et non contre nature, c'est-à-dire le vivant non humain, bien sûr. Pour ça, ça nécessite, et c'est ce que je me suis rendu compte auprès de mes intervenants, de mes interlocuteurs, les protagonistes, de travailler tout azimut. Non pas à pas, je prends ci, c'est pas le truc vert, comme dirait Bruno Latour, c'est l'empreinte énergétique.
L'empreinte hydrique, alors là, c'est l'empreinte alimentaire. C'est un peu, effectivement, à l'après-vert, vous m'en excuserez. L'empreinte d'essai, les déplacements, la mobilité, et bien sûr la question du vivant, les écosystèmes et la biodiversité. Finalement, rétrospectivement, ces 5 expériences, et j'ai parlé de 3 remarquables, nous démontrent l'actualité de l'écologisation du travail social. Ce qui apporte avant tout, pour ces protagonistes, c'est de s'adapter à l'horizon climatique et écologique qui est là, quoi que l'on en pense, quoi que l'on en fait. C'est pourquoi les conditions de dépendance à notre territoire, de subsistance et d'habitabilité sont au cœur des projets que j'ai présentés. Tout simplement, dans ce cas-là, et je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette dimension aussi, on a pris acte du nouveau régime climatique dont parle Bruno Latour. Le deuxième point qui ressort, et ça c'est en conclusion de mon livre, enfin c'est les dernières pages on va dire, c'est l'impérative nécessité de réformer les contenus de formation en faveur d'un enseignement obligatoire et transversal de l'écologie comme matière incontournable, quel que soit le niveau et l'objet d'étude. Et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Alors, à tout seigneur, tout honneur, il faut que je rende hommage aux acteurs qui ont contribué à cette partie, notamment l'ami Tristan du Valais, en Suisse, qui a écrit un article avec ses collègues de l'école HETS du Valais, l'environnement du travail social, enjeux pour la formation et la pratique face à la crise climatique. Marine Hading et Johan Günzburger, qui dans le monde anglo-saxon ont réfléchi sur les mêmes questions et sont arrivés à la même conclusion, nous le verrons, face à l'urgence écologique, comment transformer les programmes de formation. Mes propres articles, excusez-moi de me mettre en scène, l'un qui est sorti au Cahier du travail social, l'autre qui va sortir sur un réseau de travail social suisse, et le livre de Pierre Charbonnier, Culture écologique, qui est sorti aux éditions de Sciences Po l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? On va voir que l'ensemble de ces de ces auteurs, ou de ces formateurs aussi, le cas échéant, puisque nous sommes tous dans ce cas-là, se rendent compte qu'il y a 2 approches. Alors, on va d'abord l'approche intégrative. L'approche intégrative, elle consiste à intégrer la thématique environnementale dans les cursus à travers des cours et options spécifiques. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, parler ou on va faire un propos sur l'éducation à la nature, le développement durable, la RSE, la justice environnementale. Comme dit Bruno Latour, on rajoute un truc vert. Mais c'est ça peut être déconnecté des contenus de formation. Et en fait, qui nous conduisent, comme l'écrit très bien Dominique Méda, qu'à créer de la confusion. Alors Dominique Méda, c'est une sociologue, philosophe, qui réfléchit beaucoup sur ces questions de travail et de transition écologique et de formation, de transformation de la société française à cet égard. Donc, à créer de la confusion en diffusant des injonctions paradoxales entre les cours restés inchangés et les nouvelles activités pédagogiques. L'approche transformative est celle que je vais défendre. C'est la deuxième version et c'est celle que je vais défendre ici. Elle consiste, et c'est celle, vous l'avez compris, que tous les protagonistes, les auteurs défendent également. Elle consiste à diffuser des enjeux écologiques et climatiques dans l'ensemble des domaines de formation, à toutes les étapes du cursus, dans une logique transversale, interfilière, transdisciplinarité, systémique. Il s'agit de favoriser le regard écosocial, voire, comme dirait Bruno Latour, géosocial. Cette approche est intimement associée à la méthodologie par l'expérience. Pédagogie nouvelle, écopédagogie, nous y reviendrons. C'est ce que j'appelle, moi, d'émailler le filtre vert des contenus de formation. Alors cet énoncé de filtre vert, il faut que je sois honnête,
m'a été inspiré à la lecture d'un journal d'apprentissage d'une étudiante genevoise. Oui, parce que vous ne savez pas, je travaille aussi à Genève et dans le Valais, ça vous l'aviez compris. Donc, nous lisons des journaux d'apprentissage, c'est une méthode qui est utilisée là-bas. Et Arben Segaï a parlé de démailler le filtre vert. Et je dois dire que Stéphane et moi, on a été ébahis quand on a découvert son texte. Mais pour que ce filtre vert rayonne avec fluidité sur l'ensemble des enseignements, il importe de les démêler sans anicroche et d'en trier les aspérités climato-incompatibles. Et c'est là que l'expression du créole, j'ai habité à La Réunion, que l'expression du créole réunionnais démaillé m'a semblé tout à fait significative. Alors, à La Réunion, on démaille les cannes à pêche, les fils de ligne de canne à pêche, les cheveux. C'est l'antonyme de mailler qui est très utilisé, hein, ça vient de la marine, hein, on va pas refaire l'histoire de La Réunion, mais mêler ensemble, le mailler, chose mélangée inextricablement. On maille les chaussures pour m'a convaincu. Ouais, enfin, excusez-moi, j'ai un peu peur. Démailler le filtre vert le long du parcours de formation, c'est garantir l'engagement écologique et le rappel aux valeurs supérieures de la pérennité de la vie sur Terre, comme condition sine qua non de la survie de l'espèce sapiens. Alors, la méthode pédagogique. On va parler de la méthode. Alors, je me suis permis, à mon humble niveau, de présenter des objectifs pour que l'on soit en phase avec l'approche transformative. Donc, favoriser une prise de conscience, sensibiliser les futurs professionnels sur ces questions, principe, mais élargir, non seulement se limiter sur le développement durable, mais transition écologique, la décroissance, la collapsologie. On doit s'ouvrir sur l'ensemble des différences qui existent dans la réflexion et sur les questions écologiques. Encourager les nouvelles pratiques éco-responsables, ça va de soi. Intégrer les variables écologiques et climatiques dans une stratégie globale. Les CEPOM, les projets d'établissement, les règlements intérieurs, les conseils de vie sociale, comme par exemple ça se passe à la maison de retraite Simon Bénichou que je présente dans mon livre. Les plans stratégiques de patrimoine doivent être imprégnés des enjeux écologiques, des questions de subsistance et d'habitabilité. Donc, et former les étudiants à partir d'exemples concrets. On est véritablement en retard sur cette question de formation dans tous les domaines, pas seulement dans le travail social. Alors là, je me mets en scène et j'essaye de vous montrer comment je travaille, moi, quand je m'inscris, quand on me donne carte libre. C'est pas l'exemple de Genève, par exemple, ou dans le Valais. C'est plutôt ce que j'ai fait à La Réunion ou ce que je fais à Strasbourg avec les assistantes sociales. La Réunion, c'était les conseillers en économie sociale et familiale. Alors, je passe d'abord, il y a 4 phases. Il y a l'étape de la sensibilisation. Non, c'est pas... Ouais, mais voilà. Voilà. Donc, l'étape de la sensibilisation, l'étape de la découverte et de la pratique, l'étape de l'approfondissement thématique et l'étape de l'appropriation. Alors la sensibilisation, on va dire, c'est ce qu'on fait, qu'on présente, on va aborder enfin la question écologique à travers les enjeux et comment elle se manifeste à différentes échelles, multilatérales, nationales, locales et secteur social. En gros, pour le faire court, ça pourrait être, pour vous donner une idée, ce que font les fresques. On s'arrête, là c'est de la sensibilisation. Mais je vais un peu plus loin parce que j'essaie de comprendre comment et de quelle manière le secteur de l'action sociale et médico-social s'est senti concerné. Comment on est passé du développement durable au XXIe siècle à la transition écologique. Comment la décroissance joue et trouve sa place actuellement dans le monde du travail social, malgré l'omniprésence du développement durable, etc., etc. Et puis je passe à la découverte et à la pratique. Et la découverte et la pratique, là, c'est sur le terrain. J'ai deux outils, 2 dispositifs. D'une part, les visites sur le terrain.
les expériences remarquables, on va sur le terrain, on va rencontrer les gens, on discute, on échange, on découvre. La pédagogie par l'exemple. Comme le dit le maire de Ungersheim, il n'y a qu'une pédagogie, c'est la pédagogie par l'exemple, il n'y en a pas d'autre. Et d'autre part, on fait des travaux dirigés. Alors, à partir des travaux dirigés, je les formule sur la base des ateliers de transition écologique en petits groupes, où chaque groupe fait des jeux de rôle et choisit son étude de situation. Alors, l'étude de situation, ça peut être les ateliers de transition écologique qui se déroulent virtuellement aussi bien en CCAS, par exemple sur la base du revenu de transition écologique qui a été imaginé par Sophie Swatton et qui existe ailleurs et bienvenue alors dans le Nord parce que Grand Cinq l'a mis en place. D'autres ateliers, situations en ESMS. Donc là, je travaille sur je propose à mes étudiants la maîtrise des usages favorisant la réduction du gaspillage, surconsommation, les éco-gestes, la confection et réparation domestique, le savon, le taoishi, etc., des choses toutes simples, mais qui sont fortes au niveau de l'action. En HLM, je sais d'où je parle, une planification, j'ai proposé par exemple au CESF une planification d'une politique de réduction et recyclage des déchets sur 3 ans. Résultat magnifique. Sur la question de l'éco-anxiété, je crois qu'on va en parler très très rapidement ici même. Je propose à nos jeunes étudiantes de travailler dans une mission locale ou dans un service de ville et où l'on se rend compte que la question de l'éco-anxiété est de plus en plus prégnante et qu'on arrive de moins en moins à mobiliser et à motiver nos jeunes citoyens. En centre socioculturel, dernièrement, à Paris, où je leur propose de participer à la rénovation du quartier conformément au plan climat qui vient d'être adopté par la ville de Paris et qui se décline dans les plans locaux d'urbanisme, dans les plans locaux de l'habitat, de revoir l'ensemble du quartier dans un centre socioculturel. Tout ça est virtuel, bien sûr, mais ça part sur du concret et de l'existant. Alors, cette dynamique de groupe précède ou non, c'est selon les opportunités, les découvertes sur le terrain. En troisième lieu, je parle de l'étape de l'approfondissement thématique. Donc, on aborde là, plus précisément, les aspects incontournables de la vie quotidienne. On l'a vu auparavant, la consommation énergétique, les politiques d'achat, l'empreinte écologique, stratégie du patrimoine. Pour vous dire vrai, pour être juste, en général, le plus que j'ai pu avoir, c'était 25 heures. Donc, je m'arrête souvent à la question alimentaire. Parfois, avec les CESF, j'aborde la question des déchets. Mais ça va pas plus loin, malheureusement. Donc, il s'agit de comprendre les ressorts d'une valorisation des pratiques éco-responsables en adéquation avec les conditions matérielles d'existence et d'habitabilité. C'est le moment privilégié où sont abordées les valeurs collectives et l'idéal social véhiculé au sein des groupes sociaux. Et là, j'utilise beaucoup Thorstein Veblen et sa théorie de consommation ostentatoire, qui, je le rappelle, a été repris par le GIEC lors de son dernier rapport. Et le dernier moment, l'étape de l'appropriation, c'est le moment de la restitution des apprentissages, des découvertes et des expérimentations, mais aussi, pour moi, d'aborder et de développer la clé de voûte de l'action, c'est-à-dire le diagnostic géosocial, où je m'appuie sur les réflexions de Bruno Latour, notamment dans Où atterrir ou Où suis-je. On en reparlera dans la conclusion. Donc, je vais terminer ce point-là sur la pertinence des pédagogies nouvelles et de l'approche écopédagogique. Effectivement, on l'aura compris, ce qui nous porte, c'est plus une démarche ouverte, plutôt pédagogie, je dirais, à la finlandaise, ou qui se rapproche des méthodes pédagogiques nouvelles, Montessori, de Crowley, etc., plus qu'un enseignement classique en salle de classe chauffée. À l'instar de ce que nous propose Pierre Charbonnier dans son livre, je l'évoquais avant, Culture écologique, l'enseignement
de type transformatif convoquent l'ensemble des sciences de la Terre. On parle d'anthropo, de sociologie, de technologie, de géographie, d'économie, etc., etc. Ça suppose un enchevêtrement. Bruno Latour, lui, parle d'engendrement, des formes d'enseignement et des moyens pédagogiques convoqués. Alors, quand même, comme exemple, depuis 2023, Sciences Po a institué sur ses 7 campus un cours obligatoire et transversal de 24 heures adressé à tous les étudiants de première année. C'est Pierre Charbonnier qui pilote ça au niveau français. Pour exemple, François Gemène est à Nancy, Lucas Chancel dans le Nord, Aurélie Luneau à Bordeaux. 16 heures en enseignement de type magistral et 8 heures complémentaires sur les domaines spécifiques relatifs aux mécanismes du vivant. Tout au long du parcours, les années suivantes, près de 250 cours abordent ainsi le sujet des transformations écologiques à l'œuvre. Donc, on comprend là, livré à notre libre arbitre en interaction avec autrui, que l'étudiant se trouve de manière empirique et apprend en observant avant d'expérimenter lui-même. Le chemin se fait en marchant. En fait, je m'appuie beaucoup sur les préceptes du philosophe John Dewey, qui considérait déjà au début du XXe siècle l'éducation comme le fruit toujours renouvelé d'une expérience collective interactive, apprenant, éducateur et apprenant. Ce qu'on retrouve là, c'est vraiment l'observation, l'expérimentation, la découverte en marchant. Les crèches en forêt, je travaille l'école en dehors, je bosse beaucoup sur ces questions-là. Et ça me conduit de finir sur le travail de Bruno Latour et sa méthode d'autodescription ou atterrir qui s'appuie sur les classes géosociales que je découvre et expérimente aujourd'hui. Alors, là, la question que je me pose et que je vais vous poser, c'est comment passer du travailleur social hors sol au travailleur social terrestre? Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on y arrive? Alors d'abord, on l'aura compris, il s'agit pas de truquer de verre le travail social. C'est pas coller un truc vert, ni de chercher d'improbables connexions avec la nature extérieure à Homo sapiens, comme le veut la formule d'actualité très tendance. À trop vouloir rester superficiel, les étudiants ne supporteront plus longtemps la forme de schizophrénie qui leur est imposée lorsqu'ils se voient dispenser des cours de psycho et de sociaux, de gestion financière, totalement anthropocentrés, je dirais avec Homo economicus en toile de fond, je crois que vous en avez parlé hier, où jamais ne sont évoquées les conséquences de nos CO2, d'une part, et de l'autre part, des enjeux écologiques dont les présupposés et les conclusions apparaissent en complexe contradiction et remettent tout en question. Et les étudiants le font savoir depuis quelques années dans les filières les plus prestigieuses en affichant leur bifurcation. C'est pas pour rien que Sciences Po s'est lancé dans cette aventure en 2023. Plutôt que de se poser la question de verdir le travail social, il serait peut-être plus opportun et logique de s'atteler à inclure la question sociale aux enjeux écologiques, clé de la viabilité et de l'habitabilité sur Terre, avec un grand T. L'approche transformative promue ici, dans le cadre de la formation, n'est que l'une des deux faces révélant et préparant de nouvelles pratiques professionnelles au motif de l'écologisation globale, qui en est la seconde, le filtre vert que j'évoquais auparavant. À l'inverse du truc vert, le filtre vert nous semble être à la mesure des enjeux terrestres englobant l'ensemble du vivant dans toutes ses dimensions. Comme nous le signifie avec humour Bruno Latour, un jour, il faudrait peut-être penser à quitter le XXe siècle. À trop vouloir s'obstiner sur une définition appauvrie du social, et de refuser d'intégrer l'écologie dans notre champ de compétences, c'est la question sociale que l'on affaiblit et précarise. Le travail social doit faire son aggiornamento, sa réformation et se poser les bonnes questions. De quoi dépendons-nous pour subsister? De quoi le travail social dépend pour subsister? Ici, quand on achète de la vêture pour nos usagers, quand on organise des conférences, quand on consomme tout simplement.
Comment adapter nos activités aux conditions de viabilité et d'habitabilité? Je vais pas m'étaler sur la situation climatique extraordinaire que nous vivons actuellement dans ce Nord. En forme de réponse, Bruno Latour nous invite à distinguer, et là j'en appelle vraiment à votre curiosité, d'une part le monde où l'on vit, en qualité de citoyen. J'habite, je vote à Roubaix, à Tourcoing. J'ai une maison, je suis propriétaire d'un état, et j'ai un état civil. Et d'autre part, le monde dont on vit. Et ce monde, vraisemblablement, il est déconnecté. Nous nous détachons de plus en plus de nos conditions matérielles. Ce que je mange, quand je prends une tartine de Nutella, je la prends pas à Roubaix, je la prends aux orang-outans, à l'autre bout du monde. Et je pourrais prendre plein d'exemples de ce type-là. Autrement dit, nous vivons à Roubaix, ici même, grâce à d'autres pays, d'autres sols, d'autres terres, d'autres ressources de la biosphère dans le temps et l'espace. Faisons un détour pour réfléchir à tout ça, à nos plantations esclavagistes déterritorialisées aux quatre coins du monde entre canne à sucre et cafre américain depuis les premières plantations portugaises au XVe siècle. À trop vivre à crédit, on endette et compromettons la viabilité et l'habitabilité des prochaines générations de vivants et de travailleurs sociaux. Passer par cette réflexivité, c'est traverser la globalisation monde et redescendre, comme le disait si bien Bruno Latour, vers le terrestre. Atterrir. Passer de l'idéal de planète bis, Terre, et encore, à l'atterrissage sur Terre. Retrouver nos dépendances territoriales et attachements vitaux. Et si nous prenions dans notre travail Bruno Latour au mot? Écoutons-le. Posons-nous la question de ce que nous dépendons pour subsister. Plus nous listons nos attachements, mieux nous nous définissons pétrole, plastique, etc. Ce qui nous conduit naturellement à une superposition entre le monde dont on vit, on l'a vu auparavant, donc le terrestre, aller plus vers le terrestre, accepter nos dépendances et nos attachements, comme la mésange bleue dont je parlais auparavant, et le monde où l'on vit, à demeure locale. Comme il est inscrit un peu plus loin en effigie au jardin de la ferme urbaine du Trichon, ici et maintenant. Entendons-nous bien, le territoire ne peut être une ressource indéfiniment développable. Développement économique, développement social, développement local, développement durable. Comme on laboure mécaniquement un champ de forêt. Autrement dit, ce n'est plus ce que nous occupons ou possédons qui importe au XXIe siècle, mais ce qui nous définit. C'est ce que parle Bruno Latour en définissant l'autodescription. C'est par un travail d'autodescription, révélant nos attachements du travailleur social, je parle bien, nos interdépendances humaines et nos cohabitations interspécifiques avec le vivant. Rappelons-nous la mésange bleue, que nous définissons dans le nouveau régime climatique. L'enjeu du secteur social, c'est donc de porter un diagnostic qui s'appuie autant sur la dimension sociale qu'écologique affectant notre public. Et comprendre la place de celui-ci dans le système de production-consommation pour mieux remédier aux conditions matérielles de subsistance et d'habilité nécessaires à son bien-être vital devient un impératif catégorique. Pour réorienter notre travail social sur la voie de l'adaptation aux conditions existentielles et matérielles, il est donc primordial de définir notre territoire d'appartenance, car aussi loin va notre attachement, je le recite, aussi loin va notre territoire. Savoir ce dont je dépends pour subsister, c'est cela mon territoire. Un exemple, la baleine, on le connaît, c'est 6 mois dans les grands froids, puis elle remonte, elle va mettre bas, elle va se reproduire avec les beaux mâles dans les eaux douces de l'hiver austral. De l'hiver austral. Je me trompe pas. Voilà. On a là la baleine dont elle vit et où elle vit. L'oiseau sauvage qui migre, on peut aussi le trouver. Je parlais de la mésange. C'est à nous maintenant de refaire le travail. Il est grand temps que le travail social atterrisse au plus près de son quotidien en redéfinissant son territoire d'appartenance et de subsistance. Mais qu'est-ce qu'on attend?
Aujourd'hui, on ne négocie plus avec le vivant et le climat, dont nous sommes garants et responsables. Gageons que le travail social va enfin faire sien les beaux mots de Bruno Latour. Avant tout, avant d'être humain, l'homme est terrien. Et comme le disent si bien nos amis terrestres, j'évoquais avant la ferme urbaine, nous sommes la nature qui se défend. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Monsieur Grand-Georges, pour cette introduction très musclée, qui respecte presque les temps. Merci d'avoir cité Bruno Latour. Alors, je parsème mes interventions de petits encarts publicitaires pour la revue L'écueil dynamique. Page 31, vous trouverez aussi des références à Bruno Latour, qui a quand même traversé toutes nos réflexions. Et sans plus attendre, nous pouvons passer à la table ronde. Donc, messieurs Carry, Bertrand, l'Empereur et Boss, et Monsieur Grand-Georges, je vous invite à passer au salon. Bien, merci beaucoup à vous d'être là. Donc je vais commencer par vous présenter tous les quatre. Monsieur Grand-Georges, c'est déjà fait. Et après, je vous passerai la parole successivement pour une dizaine de minutes d'exposé. Et puis après, on pourra avec la salle échanger sur vos propos, qui devrait bien compléter la belle conférence introductive qu'a fait Dominique Georges. Donc Paul Carry, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Lille, HDR, habilité à diriger les recherches. Vous êtes surtout connu pour les nombreux travaux que vous avez faits au Brésil. Vous avez coordonné récemment un ouvrage qui va paraître, qui s'appelle Sociologie de l'environnement, et nous avons eu en main votre dernier ouvrage, qui va peut-être passer à l'écran, qui s'appelle Pour une sociologie enfin écologique. Donc vous posez comme enjeu pour le travail social de le sortir de la pratique dominante de la sociologie. Donc on a hâte de vous entendre sur ce sujet. Stéphane Bertrand, vous êtes chargé de mission nationale pour les CMEA, donc Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, qui est vraiment une des associations historiques de l'éducation populaire. Donc vous êtes chargé de mission sur le dossier de la transition écologique, et notamment vous avez mis en place la spécialité en développement durable sur le brevet professionnel. C'est bien ça, donc vous nous en parlerez. Jean l'Empereur, qu'on a eu l'occasion de voir dans différents... parce que Jean, en fait, a fait une petite mise en scène avec un autre formateur en short hier, donc là, tout le monde l'a repéré. Donc Jean, tu es formateur, tu vas témoigner dans cette table ronde de ton implication dans le domaine d'écologie et comment tu participes, tu favorises, tu es moteur sur l'entrée des enjeux écologiques dans la formation. Moteur au sens propre et notamment très impliqué sur les mobilités durables et le vélo sans moteur, pour le coup. Et quant à Dominique Boss, vous êtes directeur des sites de Grande-Cinq et Berck-sur-Mer pour l'IFRTS. Et vous êtes également, comme c'était le cas d'Olga Meurice qui est intervenue hier, ambassadeur au CERDD. Centre de... Pardon ? Ambassadeur du développement durable. Très bien. Et vous, de votre point de vue, vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que le dérèglement climatique est un renforçateur des inégalités, et là on rejoint votre introduction et forcément Bruno Latour, il est essentiel d'intégrer les enjeux écologiques dans la formation des travailleurs sociaux. Et ça correspondra aussi à ce qui a été des questions de nos collègues qui sont ici en formation. Voilà, donc merci encore d'être là, et Monsieur Carry, Paul Carry, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir de faire partie de cette table ronde, et je suis convaincu que les enjeux de formation à l'écologie sont fondamentaux. Alors évidemment, moi je vais parler plutôt en tant que sociologue pour les sciences sociales en général, mais bien entendu également pour le travail social. Et donc je vais répéter des choses qui ont déjà été dites par Dominique Grand-Georges, qui est plutôt le bon signe. Ça veut dire que la réflexion avance, me semble-t-il, dans le bon sens. Alors comme ça a été dit, je viens de boucler un
un manuel qui s'appelle Sociologie de l'environnement, et il y a des collègues qui travaillent à un manuel également sur la transition écologique. Je pense notamment à Bruno Villalba ou Franck Dominique Vivien qui coordonnent cette initiative. L'idée étant de ne pas laisser uniquement aux sciences dures le contenu des formations des UE sur la transition écologique qui vont être rendues obligatoires bientôt dans les universités, parce que bon, l'idée, bien que les travaux par exemple de Jean Covici soient intéressants, c'est pas uniquement de discuter sur des indicateurs. Donc il faut remettre des sciences sociales dans tout ça. Alors, moi je vais parler de la sociologie et je vais dire que, bon, de par ses origines, la sociologie n'aime pas la nature. Alors, je vais revenir un peu sur ce rendez-vous manqué. On peut même dire que c'est une science contre nature, hein, pratiquement. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple, hein. Lorsque naît la discipline, donc au 19e, c'est le contexte d'un double effondrement, hein, celui des structures économiques et sociales, hein, qui explosent ou implosent sous l'effet de la révolution industrielle, et puis évidemment des structures politiques, hein, on coupe la tête du roi, et donc la sociologie va être cette science qui va finalement dire qu'elle va fixer les grandes lois, hein, qui gouvernent les sociétés humaines. Donc, avec évidemment comme repère l'idée de progrès. Alors, dans ce cadre, bien entendu, les sociologues apprécient pas du tout, mais alors pas du tout les références à l'ordre naturel, hein, qui seraient fondées sur un dessein divin ou sur finalement des lois immuables, puisque la sociologie, elle s'intéresse à la façon dont les humains finalement se gouvernent entre eux. D'où la pensée sociologique va évidemment s'opposer fortement, hein, dans ce contexte initial, aux conservateurs, aux contre-révolutionnaires de tout poil, qui eux en appellent à ce fameux ordre naturel. Résultat, dans le meilleur des cas, la nature est un arrière-plan, hein, finalement un cadre dans lequel se déploie l'action sociale, et au pire, toute référence à l'ordre naturel devient considérée comme problématique. Et évidemment, ça va pas s'améliorer avec le XXe siècle, hein, où on sait que, notamment, hein, l'idéologie nationale-socialiste des nazis, qui fonde la hiérarchie sociale sur une hiérarchie biologique, c'est la hiérarchie des races, ça va pas renforcer cet attrait des sociologues pour la nature. Alors, c'est dommage parce que c'est un rendez-vous manqué, et quand on regarde un peu les premiers sociologues, alors qui se définissaient pas comme tels, on a quand même des prémices d'une pensée qui montre qu'ils n'étaient pas du tout coupés, hein, de leur environnement naturel. Je pense en particulier à Tocqueville. Alors vous connaissez, j'espère, Tocqueville pour son œuvre majeure de la démocratie en Amérique, mais lorsqu'il écrit de la démocratie en Amérique, il a un autre chapitre qui s'appelle 15 jours dans le désert. Alors c'est le désert, c'est au Québec, hein, c'est pas en Arizona, mais malgré tout, où il est en confrontation avec une expérience, dit-il, du sauvage, et il dit voilà, c'est quand même terrible cette destruction par la civilisation blanche, hein, par la colonisation de tout ce monde naturel. Certes, ok, c'est l'avancée du progrès, mais on peut pas s'empêcher, nous dit-il, d'être nostalgique. Dans les fondateurs de la sociologie, celui qui est certainement le plus lucide, c'est Max Weber. Max Weber, il nous dit, à la fin de l'éthique protestante, hein, que finalement, le mode de vie capitaliste, il s'arrêtera probablement quand la dernière tonne d'énergie fossile aurait été brûlée. Mais, là encore, Max Weber franchit pas le pas, il parle beaucoup des limites écologiques quand il parle d'économie, mais lorsqu'il définit la sociologie, il la restreint à l'activité sociale. Je vais pas développer là-dessus. Résultat, les sociologues, ils vont appuyer ce projet, hein, qui sera à son apogée après la Seconde Guerre mondiale, celui d'une société de l'abondance matérielle, où finalement toujours plus de biens de consommation, est un des vecteurs de l'accès à la citoyenneté. Bon, ça c'est un point totalement évident. Donc les sociologues, qui sont focalisés sur les inégalités sociales, hein, on défend les classes populaires en sociologie, valident d'une certaine manière une société de croissance, laquelle fait deux grandes victimes, on pourrait dire trois avec les femmes, la nature et les Suds, hein, les pays du Sud bien entendu. Alors, ça change un peu quand nos sociétés, entre guillemets, redécouvrent, hein, parce que tout ça c'est une fable, merci, redécouvrent les problèmes environnementaux. Dans les années 70. Aux États-Unis, naît un courant sociologique qui remet en cause, hein, cette idée de l'exceptionnalité humaine. C'est l'idée qu'il faut faire dialoguer la sociologie avec les sciences biologiques et notamment la question des limites physiques. En France, ça a peu d'écho, hein. Reste dominante une approche qu'on appelle très constructiviste,
et sous la formule que j'ai tellement entendue que ça m'énerve de l'entendre, c'est « la nature est un construit social ». La nature est un construit social, oui, enfin dans une certaine mesure, à 15, 20, 30, 40%, mais certainement pas à 100%. Et finalement, les sociologues français, ils disent l'environnement, on va s'intéresser à la façon dont il vient à l'agenda politique, ou à l'agenda social si vous préférez, mais comme d'autres phénomènes sociaux, comme la violence faite aux femmes, l'immigration ou les discriminations. Donc d'une certaine manière, l'environnement apparaît comme un problème social comme un autre, plus ou moins médiatisé. Alors, par exemple, Alain Touraine, quand il étudie les mouvements antinucléaires des années 70, il en a rien à faire véritablement des limites physiques de la croissance. Il dit que focaliser là-dessus, c'est totalement absurde. Alors plus récemment, heureusement, et vous l'avez bien dit, émerge une sociologie qui prend davantage en compte la question de la matérialité, c'est-à-dire notre rapport au matériel, au flux de matière, d'énergie. Et c'est évident, une sociologie de l'environnement peut pas se limiter à une approche un peu naïve qui verrait dans l'environnement uniquement les questions de parcs, de forêts et d'oiseaux, alors que je considère comme tout à fait fondamentales, mais il faut évidemment penser nos modes de vie, le capitalisme et la société de consommation. Donc c'est l'avantage des approches par les indicateurs, qui permet d'objectiver, en particulier d'objectiver les inégalités. Donc dans cette optique de formation, évidemment, familiariser les étudiants à ces outils de mesure donne un premier aperçu. Quand je leur fais faire leur empreinte écologique, ils tiquent un peu sur les résultats que ça donne. En plus, ils sont fauchés, les étudiants, donc c'est quand même plus qu'ils n'escomptaient. Alors il faut aller plus loin, et c'est pas simple. Alors, comment sortir d'une sociologie critique qui voit dans l'écologie finalement toujours la même chose, c'est-à-dire l'imposition des normes des dominants aux dominés. Alors, il y a toute une sociologie en effet qui continue à nous dire, c'est une critique du travail social classique qui dit les éco-gestes, les politiques de consommation portées par l'État, c'est une moralisation des pauvres. C'est finalement une violence symbolique qui est faite. Donc, d'une certaine manière, je pense aux travaux d'Adrien Mallier ou de Jean-Baptiste Comby dans cette approche-là, c'est le groupe social qui a le mode de vie le moins polluant et celui qui fait l'objet du travail de moralisation le plus intrusif. Les pauvres sont souvent vus comme des pollueurs par un certain nombre de travailleurs sociaux, parce que, ou alors, quand ils le sont pas, c'est parce qu'ils sont pauvres. Ils sont finalement frugaux, sans intention. Alors, sur les représentations dominantes, des chercheurs aux États-Unis ont montré que les ménages les plus pauvres sont jugés contraints par leur budget, donc incapables d'une réelle agentivité dans leur pratique de consommation. Donc, dans le meilleur des cas, ce sont des écologistes accidentels, et dans le pire des cas, ce sont des pauvres impuissants. Alors, ces approches sont certes intéressantes, mais ça nous empêche, me semble-t-il, de penser les alternatives concrètes. Parce que finalement, en dehors du classique, les riches paieront, qui en est la conséquence logique, parce qu'ils ont l'empreinte écologique la plus importante, certes, mais même si vous réduisez de 90% l'empreinte écologique des riches, on n'est pas sorti du problème, puisque l'empreinte moyenne est très importante. Si vous voulez, l'excès de consommation, il est compensé par le nombre. Donc, dans le cadre de nos formations, moi, je vois deux idées importantes, deux perspectives que vous avez d'ailleurs excellemment développées. Le premier, c'est revaloriser l'attention aux choses et aux autres. Alors, l'exemple type, et là je m'inspire des travaux de Geneviève Pruvot, c'est par exemple qu'il y a 200 ans tout simplement, on avait une paysannerie forte, et cette paysannerie, elle prêtait attention en permanence au monde, pas simplement aux humains, mais au monde vivant en général, aux animaux, aux plantes, au climat. Et finalement, cette capacité d'attention, elle a été perdue par la modernisation, par la liquidation moderniste, par le fait que finalement, cette question, la production de sa propre subsistance, est aujourd'hui moins important. Et donc, mettre l'accent finalement sur ces identités qui ont longtemps été reléguées, méprisées, alors ça vaut en France, mais ça vaut aussi beaucoup dans les pays du Sud, c'est aujourd'hui un point qui me semble tout à fait important. Et en termes sociologiques, on a des paradigmes importants qui permettent de penser ça. Le paradigme du don, la question de Kerr, bien entendu, qui vient d'une pensée féministe, ou encore le paradigme de la résonance du sociologue Hartmut Rosa. Deuxième point, je pense qu'il faut maintenant reconnecter toute pratique sociologique, ça vaut pour le travail social, et là vous l'avez bien dit, à la matérialité de la production. Alors, finalement, qu'est-ce que ça veut dire devenir écologique ? Ça veut dire que finalement, on peut plus utiliser les vieilles recettes, celles du toujours plus. Certainement, le matériel va compenser les autres problèmes, en particulier les inégalités.
Et ça, c'est bien rendu par alors Bruno Latour, mais je préfère dans une optique, par exemple, Aurélien Berland. C'est dire que finalement, la grande combine de nos systèmes économiques, c'est d'avoir rendu invisibles les processus productifs. Finalement, on vit comme si on était délivré de la production de notre subsistance. Bon, donc la société de consommation, c'est bien la société où le consommateur n'est pas le producteur de ce qu'il consomme. Donc, qui peut croire aujourd'hui que la baguette ou le poisson pané, j'espère ce qu'on mangera tout à l'heure, se produit tout seul. Il y a bien des gens qui continuent à produire pour nous, et il y a bien des animaux. Je rappelle, c'est 80 milliards d'animaux abattus dans le monde, minimum. Je parle que des mammifères, je parle pas des autres, qui sont cachés dans quelques centimètres carrés dans les hangars à la sortie des villes. D'ailleurs, les véganes, ça l'ont bien compris. Pour convertir les gens, il suffit de leur montrer des vidéos atroces, le fameux choc émotionnel, ça marche dans un certain nombre de cas. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est dans la lignée de ce qu'on appelle une sociologie des absences, c'est-à-dire que le capitalisme a rendu invisible un certain nombre de configurations. Notre système économique invisibilise les processus productifs. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est cynique, mais c'est qu'avec les transformations du monde écologique, alors changement climatique, mais pas que, bien sûr, il y a les crises systémiques à tous les niveaux. Eh bien, ça commence soit à déborder, Pas-de-Calais, ou à s'assécher, c'est le cas tout l'été, selon les circonstances. Donc, on est obligé de voir aujourd'hui ce qu'on voulait occulter, c'est-à-dire que nos modes de vie ne sont pas soutenables. Donc, si on veut arrêter, et là, j'aime beaucoup cette formule d'Aurélien Berland, de confondre l'autonomie et la délivrance. La délivrance, c'est être délivré des tâches de production de notre subsistance. Ça suppose qu'on se reconnecte un minimum. Alors, je parle pas des ateliers cuisine, des grands chefs pour bobos. Je pense qu'il y a vraiment cette idée que chacun prenne sa part dans ses activités. Dès qu'on commence à discuter de ces activités, de la répartition, de la façon dont ça se fait, ça implique de réfléchir. Sur la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas si trivial de savoir qui fait la vaisselle et qui s'occupe de faire la cuisine. Donc là, dès qu'on rentre par la subsistance, on est obligé de prêter attention au reste du vivant. Donc, et aux objets, apprendre à utiliser des objets pour qui durent, être réemployé, coudre un bouton, faire sa cuisine. Il y a des tas de formes de reconnexion. Alors, je dis pas qu'on doit, à l'instar de nos arrière-grands-parents, maîtriser 100% des processus productifs. C'est pas possible, c'est pas imaginable dans une société contemporaine. Mais quelques pourcents tout de même, ce serait pas infaisable et ce serait pas inutile. Et pour le travail social, quand même, quand on regarde un peu le travail social, je mets aussi l'économie solidaire là-dedans, ressourcerie, Repair Café, éducation à l'environnement, revalorisation du savoir technique, formation pour, que sais-je, isoler sa maison en bricolant, introduction au jardinage, pourquoi pas revaloriser le scoutisme, qui a longtemps été dévalorisé. Tout ça, me semble-t-il, et je conclue là-dessus, ça suppose un rapport au savoir différent, mais c'est toujours au matériel. Bon, commencez par laisser les enfants courir dehors, mettre les mains dans la terre, c'est pas grave s'il y a une tache sur son pantalon. Arrêtez de considérer que votre pelouse tondura, c'est votre vecteur de respectabilité sociale. C'est juste un massacre écologique. Voilà. Dans tout ce cadre-là, me semble-t-il, les formations en sociaux, alors là, on est vraiment très très loin de ce qu'il faudrait faire, et en travail social, doivent jouer leur rôle. Ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Être terrestre, c'est penser les interdépendances, les solidarités, entre humains certes, mais aussi avec les non-humains. Donc comme formateur, insister sur cette question de la visibilisation des conséquences de nos actes, de consommation et de production, ça me semble fondamental. Bon, voilà, je m'arrête là. Désolé, c'était un peu général, mais je pense que vous avez compris l'idée. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est général, mais je pense que ça cadre bien le débat. Et du général au particulier, je vous passe la parole pour aller dans le vraiment concret de comment tout ça rentre en formation. Peut-être on va commencer par Stéphane Bertrand, si vous voulez bien. On va suivre l'ordre qui était sur le programme. Alors les CMA, il faut dire d'abord que vous êtes ici présent pour intervenir sur cette table ronde, mais que vous avez aussi proposé 5 des ateliers qui sont proposés cet après-midi. Et donc, il faut appuyer sur le bouton rouge. Normalement, ça fonctionne. Ouais. Celui-ci.
celui-ci n'a plus de bouton, c'est pour ça. Ah oui, celui-ci est compliqué à utiliser. Donc voilà, je vous laisse la parole, Stéphane, pour nous expliquer comment les CMA se sont impliqués. Alors j'ai envie de dire comment on passe de l'éducation populaire, vraiment d'être cet emblème d'éducation populaire à l'écologie. Eh ben, c'est toute cette question-là, et de se dire dans quel ordre on la prend. Alors déjà, ce que je trouve intéressant dans l'invitation aujourd'hui, c'est les références communes qu'on est en train de se citer mutuellement, et cette convergence de références, quand on cite Bruno Latour, quand Pierre Charbonnier, en tout cas, on sent bien qu'il y a un étayage, et de pouvoir croiser cet étayage-là, il est encore suffisamment rare. Donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable ce matin. Sur les questions de l'éducation populaire et du côté des CMA, donc comme tu le rappelais tout à l'heure, sur quand il a notamment on a mis en œuvre les premières formations, donc les BPGEPS, qui sont les brevets d'état d'animateurs en éducation populaire, sur des spécialités éducation à l'environnement et développement durable, c'était l'intitulé du ministère. La question qu'il a fallu se poser, c'était mais finalement comment on se situe vis-à-vis de cette notion de développement durable qui pouvait nous frotter à certains endroits, parce que c'est une notion qui apparaît, qui est concomitante d'une contre-révolution ultralibérale. Et donc, quand elle porte ça, comment on se situe en tant qu'acteur de l'éducation populaire avec ça? Historiquement, l'éducation populaire est globalement une éducation au milieu, une éducation à l'environnement. Il y a une historicité qui se situe autant dans les courants hygiénistes, spiritualistes, sportifs, si on pense au parcours d'hébertisme, et dans des dimensions politiques d'intégration sociale et aussi autogestionnaire, parce que dans l'idée des pratiques immersives en pleine nature, partir avec un groupe, en fait on recrée une micro-société sur un temps donné, et on va retravailler l'exercice démocratique et le partage matériel. Et donc, les réseaux d'éducation à l'environnement étaient construits de toutes ces références politico-pédagogiques. Et quand arrive la notion de développement durable et l'injonction, à la fin des années 90, d'avoir une éducation au développement durable qui finalement va avoir un effet un peu contradictoire, c'est que d'un seul coup, on va enseigner le développement durable, alors qu'avant, on cherchait à le pratiquer. Et donc, on va créer une éducation à l'écologie d'intérieur. Enfin, je le caricature comme ça. Ce qui est intéressant avec l'émergence progressive du terme de transition écologique, c'est que ça vient signifier qu'il va falloir partir d'un point A pour aller à un point B. Donc, la notion de changement. Ce que la notion de développement durable ne portait pas. Alors aujourd'hui, expliquer ce qu'est la transition écologique en quelques mots, c'est jamais simple. En tout cas, moi, il y a 3 axes qui me semblent intéressants pour définir la posture de formation. Il y a la transition écologique, on va dire, sur l'axe mécanique. J'imagine que depuis hier, c'est ce que vous discutez sur les questions des enjeux. C'est transition énergétique plus transition bioclimatique. Nos enjeux sont là-dessus. Et nos enjeux de formation sont sur des enjeux de compréhension de ces mécaniques-là et de ces appropriations-là pour réussir à se situer. C'est l'état de notre monde actuel. Le deuxième axe qui va avec ça, c'est des sujets qui sont très angoissants et qui renvoient à dans la transition écologique, il y a des enjeux de repositionnement, d'interrogation existentielle. Et ça, il faut que ça fasse partie de la formation. L'éco-anxiété, je suis pas si sûr que ça qu'il faille la combattre. Ça peut être aussi le premier levier de passage à l'action. Par contre, ce qui serait irresponsable dans une posture d'éducation et de formation, c'est de laisser les gens au stade de l'éco-anxiété une fois qu'on les a sensibilisés.
Donc, systématiquement, c'est trouver des mécaniques pour allier la question de la sensibilisation et le lancement à qu'est-ce qu'on peut faire. Sinon, être sensibilisé, être informé sans pouvoir agir, ça crée juste de la sidération. Et puis, on peut aussi aller le relativiser, c'est-à-dire que on est à une étape de société où on a l'impression que l'humanité, elle est là soumise à une angoisse nouvelle. Les causes sont peut-être nouvelles, mais en fait, l'humanité a toujours vécu dans des formes d'angoisse. Donc, c'est aussi intéressant d'aller le regarder comme ça, pour se dire, en fait, arrêtons de vouloir... On est peut-être le résultat d'une société qui a voulu tellement nous protéger ou nous sécuriser ou nous assujettir, en fait, on n'assume plus cette question de oui, on est face à des inconnus et en fait, on en a toujours été. Mais ils ont changé de nature. Le troisième axe qui est intéressant, en tout cas, moi je trouve dans une lecture d'éducation populaire, c'est que on voit un défi qui est mondial et donc qui va impliquer une éducation à l'internationalisme, si je reprends volontairement un vieux mot des luttes sociales du 19e, mais en fait c'est pour dire qu'en fait ça vient de réactualiser. Ça veut dire, et ce qui est nouveau aussi, et ça pour le coup on peut le regarder comme un progrès, c'est que ça vient reposer la question de l'enjeu démocratique. C'est-à-dire qu'entre les enjeux écologiques, les enjeux existentiels que ça vient soulever, ça vient exacerber les sentiments de justice et d'injustice. Et de là, en fait, comment on va le travailler? Et ça permet d'aller se rappeler que les droits humains ne se sont jamais gagnés sans lutte sociale. Donc, ça vient réexacerber ça, et ça vient les reposer. Ça vient reposer un autre travail sur les questions de culpabilité, c'est-à-dire que même les plus précaires d'entre nous font partie des plus riches et des 10% des dominants à l'échelle du monde. Et donc, ça permet d'aller réinterroger tout ça. Alors, comment ça va se traduire? Et ça vient reposer la question de notre travail d'éducation, d'intervention sociale, de formation. Où est-ce qu'on veut mettre les curseurs d'adaptation à la société telle qu'elle va? Où est-ce qu'on veut mettre les curseurs d'émancipation? Et a priori, notre projet d'intervention sociale, d'éducation, de formation, il est censé se situer du côté de l'émancipation. Et ça va renvoyer au projet politique des organisations qui les portent. Dans la question de comment ça peut se traduire dans les formations, déjà, pour que ça se traduise dans les formations, va falloir interroger comment ça se traduit dans les organismes de formation. C'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus, et c'est pour ça que je le renvoie à cette question de justice, injustice, ça va devenir de plus en plus intenable pour les organismes de formation de dispenser des cours. Je le reprends sur la question du truc vert en plus, de dispenser des cours sans aligner à côté au moins les efforts que l'on fait pour être en cohérence. Et donc, il faut que les organismes de formation se mettent au travail sur eux-mêmes quelle transition écologique ils mettent en œuvre. Ça va devenir de plus en plus inacceptable d'avoir des espaces de formation qui ne sont pas raccords avec les contenus qu'ils portent. Donc, ça va jouer sur les méthodes. Ça va agir sur les contenus de formation. Et effectivement, dans cet apport transversal où, grosso modo, si on fait des cours de développement durable, ça va vite tourner au catéchisme de bonnes intentions. Et donc, ça prend pas. Et c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui, la plupart du temps, avec les fonctions d'éco-délégués, qui n'ont pas les moyens en fait, on a souvent des jeunes qui sont très motivés pour investir ces actions-là, donc ils ont une conscience politique, et en fait, on les éduque à l'impuissance, parce qu'on ne met pas
on ne leur met pas à disposition les moyens qui leur permettraient d'agir sur la fonction qu'est la leur. Et donc, on crée des effets inverses. On crée des effets où on leur dit, bah, t'es sensibilisé aux questions écologiques, tu veux agir dans ton établissement scolaire, deviens éco-délégué. Sauf qu'en fait, les organisations des établissements, la possibilité de mettre en place des projets, elle est tellement limitée qu'en fait, on en vient à leur dire, bah, regardez, voilà ce que c'est qu'une démocratie de façade. Et donc, on crée du désinvestissement. Dans les contenus de formation, de manière transversale, il y a quelque chose sur les... J'aime bien reprendre la règle des 5 R de la sobriété. J'ai vu que dans le diaporama, ça apparaissait rapidement. Ces 5 R, ils sont intéressants parce qu'ils donnent une méthodologie graduée. D'abord, refuser. C'est-à-dire que la première éducation à la sobriété, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va refuser de consommer. On peut refuser de consommer pour des questions de sobriété, on peut refuser de consommer pour des questions politiques. Clairement, ça peut être l'autre terme du boycott. Quel type de produit on a envie de boycotter? Mais aussi quel type d'action on n'a plus envie de porter. Le deuxième niveau, ça va être réduire les consommations. Le troisième, c'est qu'est-ce qu'on peut réutiliser une fois qu'on a consommé. Le quatrième, c'est recycler. Pourquoi il n'arrive qu'en quatrième lieu? C'est parce que recycler, ça redemande une consommation d'énergie supplémentaire. Et donc, c'est pour ça que le recyclage n'est pas la bonne solution. Il faut travailler en amont. Le recyclage, c'est l'étape ultime. Et souvent, quand on a ces 5 R, alors le 5e R, je trouve ça intéressant parce qu'il renvoie à la variété des dimensions politiques que l'on peut avoir sur les questions d'écologie. Vous avez une forme d'écologie sur un premier niveau qui va le nommer le retour à la terre. C'est-à-dire, grosso modo, c'est l'étape de composter. Finalement, derrière, on peut percevoir une forme d'écologie très individualiste. C'est un des risques. On en a une autre qui va être plus politique, qui va le nommer sur revendiquer. Et effectivement, dans la question de l'écologie, ce qui va être important, c'est non seulement d'en parler, de mettre en pratique, mais de rendre compte de ce que l'on engage. Et ça, du côté des organismes de formation, ça va être intéressant. Rendre compte, c'est pas simplement afficher sur la page web de la structure, regardez comme on est bien, et de payer une boîte privée qui va nous faire notre diagnostic à notre place. Mais c'est bien de se dire, bah, aujourd'hui, nous en sommes là, et comment on cherche à progresser. Et d'une manière éducative, j'aime bien dans cette règle des R en rajouter un autre, plus éducatif, c'est réévaluer. Et l'exemple de la tâche sur le pantalon quand on va jouer dehors me semble particulièrement intéressant quand, par exemple, nous, on va travailler sur les questions des terrains d'aventure, à remettre des espaces d'éducation au dehors de proximité. C'est-à-dire là où on vit, et pas dans une nature fantasmée qui nous semble idéale. Quand j'ai commencé à faire les formations d'éducation au développement durable, à l'environnement, les structures étaient prêtes à affréter un car pour qu'on aille dans un lieu qui se prête à l'éducation à l'environnement. Il y a 20 ans, on en était là. Et il fallait leur expliquer, bah non, en fait, on va former les personnes là où elles travaillent, parce que c'est là qu'elles vont faire de l'éducation à l'environnement. Elles n'auront pas les moyens d'affréter un car pour aller dans la belle forêt une fois par semaine. Donc, cette question de réévaluer, elle vient permettre de se dire comment on crée des nouveaux réajustements. Au début, la Terre nous semble sale, et quand finalement on en prend l'habitude, on en prend conscience, etc., finalement, la tâche sur le jean n'est pas si grave. Et ça, c'est vraiment des habitudes. C'est très frustrant parce qu'on aimerait pouvoir se dire, on aimerait pouvoir avoir le grand soir de la transition écologique en se disant, on a la clé, on a le super événement et on sait qu'après, on aura passé le cap. Et en fait, non. On est ramené à des gestes du quotidien, des tâches sur les pantalons, et c'est vraiment ça qui va changer. Quand je travaille dans l'accompagnement des organismes de formation, je peux leur dire, bah en fait, vous pouvez déjà regretter de ne pas être des cimenteries,
Parce que si vous deviez travailler sur la transition écologique, ça serait beaucoup plus visible. Mais dans le travail social, en fait, on va travailler le changement des petits gestes du quotidien. Donc ça va être très difficile. On va être vraiment obligé d'écourter. Il va falloir écourter. Donc, le dernier élément, du coup, sur lequel je pourrais insister, c'est dans cette question de justice, justice sociale et liée travail social, justice et injustice sociale et transition écologique, c'est l'apprentissage de la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transition écologique juste si il n'y a pas d'exercice démocratique. Et la démocratie ne s'enseigne pas. Elle s'apprend. Et donc, c'est comment dans nos formations, on permet l'apprentissage et l'exercice des différentes formes démocratiques. C'est-à-dire, dans ces différentes formes démocratiques, comment nos espaces de formation sont des espaces d'apprentissage à la démocratie directe, sont des espaces d'apprentissage à la démocratie élective, et ça va être ces ensembles-là qui vont réussir à nous faire tenir des éléments de transition écologique socialement juste. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, merci beaucoup pour cette mise en perspective en lien avec la démocratie. À l'ENPJJ, je vais passer la parole à Jean, je vous laisserai finir, Dominique. Alors, à l'ENPJJ, l'enjeu écologique a fait son entrée, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, par le biais d'un projet d'établissement. Donc, Jean, tu as été l'un des premiers à t'investir dans ce projet d'établissement et à porter avec d'autres. On est toute une équipe là qui s'est mobilisée. Le fait de faire entrer ces enjeux dans la formation. Alors, à l'ENPJJ, les enjeux écologiques, truc vert ou véritable volonté de... Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Alors, différentes choses. Ça part d'abord d'une position personnelle où on se dit, tiens, personnellement, j'ai des gestes du quotidien. Je l'ai dit hier trivialement sur pisser sous la douche. Bon, c'est très bien et la pub le dit bien, ça suffira pas. Mais à partir de ces gestes du quotidien et d'un investissement plutôt personnel sur la préservation de la planète, sur la manière de consommer, faire le pas et en lien avec ce qui se passe dans mon institution, qui se saisit du problème, dire tiens, je peux aussi allier ça au travail. Alors j'ai traversé, je vais donner un exemple très concret, j'ai traversé plein de structures, et notamment en détention, et un exemple très parlant, c'est que du jour au lendemain, en détention, j'ai vécu le passage, alors pas moi, les détenus, d'un repas qui était distribué de manière, je dirais, collective, à de l'emballage individuel. Alors pour des raisons que je ne maîtrise pas, sûrement sanitaires ou d'hygiène, etc. Mais le résultat derrière, ça a été la production de barquettes en plastique en nombre, un nombre effarant. Et moi, de ma place, j'ai vu revenir ces barquettes en plastique pleines de nourriture qui allaient directement à la poubelle. Et je me suis dit, quand même, là, il y a un problème. Comment on en arrive là? Alors, je sais pas comment l'administration pénitentiaire gère ça maintenant, d'autant plus que c'est des entreprises privées qui gèrent la production des repas. Et le Covid étant passé par là, je pense que ça s'est pas amélioré. Voilà, ça c'est un premier exemple. Et ici à l'école, en fait, c'est le projet qui s'est installé il y a maintenant 2-3 ans qui m'a incité à m'investir, et aussi des journées à l'IRTS qui se sont saisis du sujet il y a un peu plus longtemps que nous maintenant, et de la manière dont ils ont inscrit, alors je vais aller très rapidement, mais l'écologie dans la formation des éducateurs spécialisés. Modestement et
Alors en accord avec tout ce qui a été dit sur les idées que vous avez pu évoquer les uns et les autres, modestement, le premier pas, ça a été l'année passée de proposer aux collègues de la FSE une journée autour de l'éco-citoyenneté. Très simplement, avec un bilan qui a été fait par la personne qui était là hier, par Olga, et l'après-midi par des ateliers divers et variés autour de comment réparer un vélo, des ateliers dont vous retrouverez aussi cet après-midi. Alors les CMEA n'étaient pas encore conviés, mais d'outils de prévention ou de comment intervenir auprès des publics et pouvoir leur redonner un peu de pouvoir d'agir. Alors là, je reprends ce qui a été dit sur comment on peut se réapproprier des choses, où les familles et les jeunes puissent se réapproprier des choses qui se faisaient avant et qui ne se font plus maintenant, comme l'exemple du bouton, par exemple, de recoudre le bouton, m'intéresse beaucoup, parce que c'est ces petites choses-là, leur redonner ce petit pouvoir d'agir qui leur permet de retrouver un peu d'autonomie. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, et c'est comment vous, professionnels et futurs professionnels, vous pouvez vous saisir de ça pour pouvoir le transmettre. Comment nous, de notre place d'organisme de formation, on peut vous donner les moyens pour vous ressaisir de ça et pouvoir le transmettre ou en parler avec les personnes que vous accompagnez, les jeunes et les familles. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Au-delà de ça, on va dans le concret puisque il y a une formation continue qui va se mettre en place autour de les petites réparations sur les vélos. Alors vous allez me dire de quoi il parle. Mais il n'empêche que, et ça se fait dans différentes structures, il y a des ateliers cycles qui se mettent en place. Peut-être que vous en avez rencontré, ou en tout cas, moi je vous invite à penser ces projets-là. Et c'est pouvoir redonner un peu d'autonomie, c'est toujours la même chose, aux jeunes qu'on accompagne, aux familles qu'on accompagne. Maintenant que tu as un outil pour te déplacer, un moyen de te déplacer, que tu sais le réparer, tu gagnes en autonomie. Ça, c'est la première chose. Maintenant que tu sais réparer ce moyen de locomotion, tu peux peut-être éventuellement en faire un métier, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas quelque chose pour les autres qui t'inclut dans la société. Le vélo est un exemple, on pourrait s'appuyer sur d'autres choses. Je pense aussi à l'économie circulaire. Vous avez évoqué la ferme du Trichon, qui est juste à côté. Ça faisait partie d'un des ateliers proposés à la promo l'année passée, à savoir aller découvrir le projet de la ferme circulaire du Trichon, qui est juste à côté, et de quelle manière, depuis des années, moi je suis de Roubaix et je vois depuis des années comment ils essayent de s'inscrire sur le quartier. Là, ils y sont arrivés, et de quelle manière ils arrivent à développer avec les gens du quartier, avec les enfants, notamment des écoles primaires et maternelles qui sont autour, ce entre guillemets retour à la terre qui est carrément urbain, puisque ça se passe sur une ancienne friche industrielle. Alors, sur le retour à la terre est très individualiste. Je vous invite à aller lire les différents tomes de Larsenet, qui sont une leçon de morale pour Bobo, qu'il est lui-même, l'auteur de cette BD. Mais je trouve que c'est très intéressant. Bref, voilà le modèle de la ferme urbaine du Trichon, dont on aura un représentant aujourd'hui, est très intéressant. Que dire d'autre? Alors non, si une dernière chose quand même, au niveau de notre institution, et ça a été porté par le directeur de notre école, sur le futur projet stratégique national, le dernier axe porte sur l'écologie. Donc forcément, vous allez en entendre parler dans la formation et dans l'institution.
Merci. Donc, merci beaucoup, Jean, d'avoir rappelé que la femme du Trichon serait présente sur la prochaine table ronde. J'espère qu'il est là, Manu. Oui, et une dernière chose, on accueille aussi des jeunes d'un établissement de placement, ils viennent d'arriver là, donc qui pourront témoigner eux aussi de la manière dont l'établissement s'est saisi de l'écologie pour aller vite et de la manière dont eux la mettent en œuvre sur leur établissement de placement. Je les remercie de leur présence. Alors merci beaucoup Jean, et merci aussi d'avoir rappelé que les IFRTS, enfin en tout cas pour certains d'entre eux, se sont emparés de l'enjeu écologique dans la formation. J'ai lu des articles qui montraient comment vous l'avez aussi théorisé, cette entrée dans la formation. Et donc Dominique Boss, je vous laisse la parole pour nous expliquer comment ça fonctionne, même les pieds dans l'eau, puisque vous venez directement du Montreuilois. Voilà, ouais. Merci. On a parlé du Nord, du Pas-de-Calais. Moi, je viens du Montreuilois, j'habite Berck. Effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment pour beaucoup de gens. Par chez nous, on a évidemment une pensée pour eux. Parce que ils sont frappés de plein fouet par quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher, et ce matin c'est facile à faire. On peut pas s'empêcher de mettre en lien avec ce qu'on appelait hier le dérèglement climatique et ce qu'on appelle de plus en plus la dérive climatique. Voilà, s'il pleut de plus en plus et de façon un peu bizarre, de façon très intense de temps en temps, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a déréglé le climat. Bon, alors. Ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer moi aux étudiants de l'IRTS, c'est ce qu'on a essayé d'introduire avec des gens ici comme Donatienne qui est présente, qui travaille aussi à l'IRTS, dans notre projet stratégique. On n'est pas pour autant exemplaire à l'IRTS, soyons clairs. Hein. On est loin, très loin d'être exemplaire. Donc on a de leçons à donner vraiment à personne. Tout ce qu'on a réussi à faire, par exemple en introduisant un axe 7 à notre projet stratégique 2023-2028, qui parle justement de toutes ces questions-là, on l'a fait parce qu'on s'est un peu imposé, disons-le, et à notre conseil d'administration et à la direction générale, qui sont pas nécessairement, ils seraient là, je le dirais de la même façon, qui sont pas nécessairement convaincus par toutes ces questions. Mais voilà, on est un certain nombre ici présents et d'autres qui seront pas là, mais qui partagent nos convictions, à se dire que on ne peut pas. Là, je vais citer François Gemène, encore un sociologue comme Paul, François Gemène qui est belge et qui dit on ne peut pas détourner un avion sans monter dedans. J'ai trouvé l'expression très intéressante, c'est-à-dire que si on veut pouvoir faire avancer notre boutique dans la bonne direction, il va falloir qu'on s'installe dedans, et on y est, et qu'on essaie de la faire bifurquer comme les étudiants dont il était question tout à l'heure, qui sortent des grandes écoles et qui choisissent de bifurquer. Je trouve l'idée très intéressante. C'est ce qu'on essaie de faire modestement à notre niveau, qu'on soit directeur d'établissement, qu'on soit cadre pédagogique, qu'on soit assistante de formation, qu'on soit formateur, etc., etc. Je pense que c'est notre vocation aujourd'hui, quand on a compris qu'effectivement, à la manière là aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de références citées ce matin, donc du coup moi je suis pas chercheur, hein, j'ai été formé à la recherche, mais j'ai jamais cherché quoi que ce soit. Je suis praticien, je croise des étudiants tous les jours et j'essaie de faire en sorte que chez eux et chez elles le déclic se produise comme il s'est produit chez moi il y a très longtemps, en 1974, à l'époque où je vois à la télévision passer un garçon qui s'appelait parce qu'il est décédé, René Dumont, et qui arrive avec un verre d'eau à la télévision. À l'époque la télévision était noire et blanche, et qui dit ouais, ce verre là je le bois parce que cette eau est précieuse et que demain elle va devenir extrêmement rare. Ça a produit un électrochoc chez moi. J'avais 12 ans, voyez, et je me suis dit, et s'il avait raison, il a fait 1,2% à l'élection présidentielle, ce garçon, 74. Donc il est passé pour un plouc. Et puis finalement, on se rend compte 50 ans plus tard que, parce que dans certains villages des Pyrénées-Orientales, il n'y a plus d'eau, et qu'il faut des camions citernes pour les desservir certains villages en eau potable, il avait raison. Il avait raison, vous voyez. Et ce déclic-là, nous, on se bat, effectivement, avec Donatienne et d'autres, pour qu'effectivement, il se produise dans la tête de nos étudiants. C'est pas facile, mais on leur explique aussi, à la manière dont nous le disent en 2017, il y a 5 ans, 15 000 scientifiques du monde entier, si on ne modifie pas radicalement nos modes de vie, demain, nous allons vers une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité. Je répète, c'est pas ma phrase, voilà, mais elle est hyper importante, et une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel. Si nous ne modifions pas, vous et moi, évidemment, radicalement nos modes de vie, misère généralisée, perte catastrophique de biodiversité. C'est ce qu'on observe. C'est en 2017, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Pas grand-chose, disons-le. Parce que des appels comme ça, c'est un appel qui était en première, en une du Monde, un journal sérieux dont je recommande la lecture régulièrement à mes étudiants également. Il s'est pas passé grand-chose, des appels comme ça, il y en a eu plein.
Il y en a eu des tas. Ça n'a pas changé grand-chose, malheureusement. Voilà, parce que pour un tas de raisons qui ont été plus ou moins déflorées tout à l'heure, effectivement, on a beaucoup de mal à modifier nos habitudes, nos comportements. On est sous l'emprise de ce qu'on appelle aujourd'hui un certain nombre de biais cognitifs qui font qu'effectivement, si on est de moins en moins climato-sceptique, on est devenu un petit peu climato-feignant. Ça, c'est une expression du CERD, avec lequel je travaille, qualité d'ambassadeur bénévole du développement durable. Voilà. On est de moins en moins climato-sceptique parce que aujourd'hui, même quand Emmanuel Macron, notre président, nous explique qui aurait pu prévoir que, si, il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, qui nous disent que ce qui est en train de se produire va se produire. Donc, on savait. Donc, climato-scepticisme, de moins en moins, mais derrière, effectivement, climato-feignantise, ça, malheureusement, ça nous gagne tous. Et tous les jours, quand on a le choix d'utiliser sa voiture ou son vélo, sujet qui tient à cœur, Monsieur l'Empereur, ou ses baskets, c'est parfois compliqué de faire le bon choix. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc ce déclic, il est extrêmement important à produire, et pour autant, dans les référentiels qui sont les nôtres, ceux qui conduisent à former demain un futur éducateur spécialisé, une assistante de service social, un accompagnant éducatif et social, pour ne citer que ces 3 métiers-là, qui sont 3 métiers emblématiques du travail social, eh bien dans nos référentiels de formation, il faut bien comprendre, ça a été dit et je le redis, que nos ministères certificateurs n'ont pas pensé à toutes ces questions-là. C'est-à-dire, vous regardez le dernier référentiel du futur accompagnant éducatif et social, c'est quelqu'un qui va travailler en EHPAD, c'est quelqu'un qui va travailler au domicile des personnes qui en ont besoin, c'est quelqu'un qui va travailler dans une logique d'école inclusive, un peu comme une AESH, qui va accompagner les gamins en situation de handicap dans leur inclusion scolaire. Eh bien, on se rend compte que sur un référentiel qui fait des dizaines et des dizaines de pages, je l'ai regardé dans le détail, il y a une ligne qui parle des questions qui nous intéressent là aujourd'hui et hier. Vous voyez, bon, donc toutes ces questions ont été oubliées et c'est assez dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les collègues de l'IRTS? Eh bien, de temps en temps, on déroge un petit peu à nos référentiels de formation, et puis de façon un petit peu souterraine, on s'impose, et on s'impose à nos étudiants avec ces questions-là. C'est-à-dire, je prends régulièrement une demi-journée de mon temps. J'en ai pas tant que ça, mais je le fais quand même pour expliquer les questions pour expliquer qu'effectivement, encore une fois, nos comportements, si on les modifie pas, demain, on va à la catastrophe généralisée. Vous voyez? Et derrière, ce qui est important également, personne nous le demande, et surtout pas nos ministères certificateurs, on leur explique qu'on va essayer ensemble de prendre un certain nombre d'engagements. Vous voyez, ça c'est plutôt Camus. Vous voyez, la réponse à l'absurde, c'est l'engagement. Je leur parle souvent d'Albert Camus. J'aime beaucoup, effectivement, cette façon de concevoir les choses. Effectivement, on va vers des choses qui sont, disons-le, pas tout à fait reluisantes. Et encore une fois, on le vit là au quotidien, à ce moment dans le Montreuillois. La réponse à tout ça, c'est l'engagement. Il va falloir qu'on s'engage pour essayer de faire en sorte que, malheureusement, la prédiction qui est faite, elle puisse être trahie. Il faut essayer de faire mentir la prédiction que nous font aujourd'hui les scientifiques du GIEC, groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu'est le GIEC, on leur en veut pas. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important. Et donc, on leur parle de tout ça, on évoque la situation. Si on se contente de faire une photographie de ce qui se passe, on n'a rien fait du tout, on n'a pas fait la moitié du chemin, soyons clairs. Parce que aujourd'hui, quand j'évoque ces questions aux étudiants qui sont les nôtres, je suis parfois gagné par un profond malaise. C'est-à-dire qu'on a l'impression, aujourd'hui on pourrait avoir l'impression, ça a été dit tout à l'heure, que nos jeunes sont tous tout à fait conscients du problème et parfaitement conscients du fait qu'il va falloir s'engager. Personnellement, c'est pas du tout la photographie que je fais et j'en suis le premier navré. Il y a une petite proportion de nos jeunes étudiants qui effectivement ont tout compris à la question, et puis il y a ceux qui effectivement n'ont pas très envie d'entendre tout ça parce qu'on préfère faire l'autruche, comme les adultes que nous sommes, comme les boomers que nous avons été, que nous sommes encore aujourd'hui, comme les climato-sceptiques et fainéants qu'on croise tous les jours. Vous voyez, ils sont quand même malheureusement très nombreux. On espère que ça va changer. Je pense pas que je noircisse le tableau. Vous voyez, et le réflexe qu'ont de plus en plus les jeunes que je croise aujourd'hui à l'IRTS, c'est, Monsieur Boss, en tout cas pour les plus conscients de ce qui est en train de se passer, c'est on a tout compris à ce qui se passe. On a tout compris. Sauf qu'on a compris aussi que c'était foutu. Et ça, c'est dramatique parce que on a le sentiment qu'il y a une espèce de défaitisme aujourd'hui qui gagne nos jeunes. Et ça, c'est assez dramatique parce que ils n'arrivent pas à entendre et à comprendre, parce que peut-être qu'on le dit pas de façon suffisamment claire et suffisamment persuasive, que ce que nous disent aussi les fameux scientifiques du GIEC, c'est qu'on a peut-être encore quelques années pour faire mentir la prédiction dont il est question, et le fameux catastrophisme qui nous gagnerait tous les jours. Vous
Voyez, et ça, aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux, et je le déplore, moi le premier, et c'est de notre responsabilité de les faire changer d'avis. Ils ont du mal à comprendre qu'effectivement, la bataille n'est pas encore totalement perdue. Voilà, ça c'est une chose sur laquelle je voulais insister. Deuxième chose peut-être, on essaie de leur expliquer également à nos étudiants de façon la plus pédagogique possible, la plus accessible possible, qu'il faut réussir à faire le lien entre, vous connaissez l'expression, et je l'aime beaucoup, fin de mois et fin du monde. Fin de mois et fin du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur explique évidemment que c'est d'abord les plus riches qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Vous voyez, aujourd'hui, ça a été dit, on pourrait citer quelques statistiques qui sont extrêmement parlantes. 10% des plus riches émettent 50% des gaz à effet de serre au plan mondial. 10% des plus riches, 50% du total des émissions de gaz à effet de serre. Ça se passe de commentaires. Donc c'est d'abord à ces gens-là, même si ça ne suffira pas à régler le problème, qu'il faut demander de faire un effort, qu'on soit clair, et pas d'abord aux plus pauvres. Vous savez que la France s'engage sur un objectif de neutralité carbone, 2050, et notre président poursuit cet objectif, en tout cas c'est ce qu'il nous explique. Aujourd'hui, vous émettez 10 tonnes d'équivalent CO2 par an, en 2050, 2. 2. J'explique à mes étudiants qu'ils font un aller-retour Paris-New York et ils ont déjà dépensé 2 tonnes, ou émis 2 tonnes d'équivalent CO2. Ça va être compliqué pour ceux qui aiment bien prendre l'avion le vendredi pour aller à Barcelone, boire un cours sur les Ramblas et revenir le dimanche soir. Vous voyez, pour être en cours et les yeux en face des trous le lundi matin. Rien ne leur interdit, c'est ce que je leur explique. Rien ne leur interdit de le faire. Sauf que s'ils le font pas, effectivement, ils sont pas en phase avec ce qu'il faut qu'on défende tous, à savoir notre climat, parce que s'il y a un bien commun aujourd'hui qu'il faut défendre, c'est bien le climat. Encore une fois, si on se contente de la photo, on n'a pas fait grand-chose. Vive l'engagement. À la Albert Camus, par exemple. Ok. Alors ils me disent aussi. Alors là, encore une fois, j'essaie de vous répéter ce que j'entends régulièrement. Monsieur Boss, vous êtes gentil encore une fois, mais tant que les Chinois, les Indiens, les Américains n'auront pas bougé, nous on aura beau faire ce qu'on fait, effectivement, ça changera. Enfin, on aura beau faire le maximum de notre côté, ça changera pas grand-chose. Et là, je leur explique une chose extrêmement simple, parce qu'on essaie de s'inspirer de gens qui, avant nous, ont fait des choses magnifiques en termes d'engagement, et pas seulement Albert Camus. J'ai l'habitude de leur citer l'abbé Pierre, que j'ai eu la chance de rencontrer une fois dans ma vie. L'abbé Pierre qui disait, c'est quand chacun attend de l'autre qu'il fasse le premier pas, qu'il ne se passe rien. C'est quand chacun attend de l'autre qu'il fasse le premier pas, qu'il ne se passe rien. Jean Covici dirait, il a été cité tout à l'heure, l'homme est un animal mimétique. Et quand on voit chez les autres des dispositions intéressantes, des engagements intéressants, on finit par les copier un peu. Il faut absolument jouer sur ce réflexe-là, qui est un excellent réflexe, un réflexe tout à fait positif. D'accord ? Ça, c'est ce que j'essaie de leur expliquer également. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'effectivement on sait bien, et vous le savez, vous avez regardé un certain nombre de choses en la matière, des stats qui sont sortis sur ces questions. Le Shift Project avec Jean Covici également là aussi, qui dit si à mon modeste niveau je fais un maximum d'efforts, je réduis le problème à hauteur de 25%. Je dis à hauteur d'un quart. Le 3/4 des problèmes qui sont à résoudre, il faut que les entreprises s'en occupent, il faut que la société d'une manière générale s'en occupe, les administrations, et que nos politiques acceptent de s'emparer du problème, et je leur en veux pas plus que ça. C'est pas pour ça qu'on les a élus, nos politiques. Donc leur jeter la pierre, ça me semble un peu facile. Donc voilà, ça c'est encore une fois une partie du message qu'on essaie de faire passer à nos étudiants. Et encore une fois, c'est pas si simple, c'est pas gagné d'avance. Mais on essaie d'aller jusqu'à une charte d'engagement qu'on va prendre dans chacune de nos promos. Ça peut passer par des choses extrêmement simples. Là où je vois du plastique s'installer un peu partout, il y en a ici, il y en a partout, rassurez-vous, il y en a aussi beaucoup et beaucoup trop chez nous. Ils prennent l'engagement, par exemple, de supprimer le plastique de leur existence. Enfin, le plastique, le gobelet plastique ou la bouteille plastique. Ce sont des choses toutes bêtes. Ils décident de covoiturer. Ils décident de faire un effort pour venir en train. Encore qu'en ce moment, c'est très compliqué puisqu'entre Boulogne et Calais, entre Boulogne, et Étaples ou Vertoran-du-Flier, tout près d'Hirtès de Berg, il n'y a plus de train du tout jusqu'en février du fait des inondations. Vous voyez, tout ça en corollaire, ça produit des effets absolument délétères. Donc je le disais, fin de mois, fin du monde, même combat. Extrêmement intéressant. Il faut comprendre absolument, et ça, il faut que chaque travailleur social en ait conscience, parce que ça c'est assez indiscutable, que le dérèglement climatique va être un renforçateur des inégalités sociales. Retenez ça s'il vous plaît. Alors, je le tiens pas de ma science, J'essaie de m'inspirer de gens qui vulgarisent ce que nous disent les scientifiques, encore une fois, et notamment ceux du GIEC. Rien de plus. Je fais du tout petit Greta Thunberg. Soyons clairs. On essaie de démocratiser ce qu'on lit dans la prose que nous servent aujourd'hui les climatologues notamment. Et on a invité en avril dernier un climatologue qui est venu nous expliquer tout ça, l'IRTES de Los, là où travaillent les collègues qui sont ici présents de l'IRTES.
Voyez, inégalité sociale renforcée à cause des dérèglements climatiques. Pourquoi? Parce que là où j'ai déjà des difficultés à m'alimenter en eau potable, demain avec les dérèglements climatiques, ça va être encore plus difficile. Là où j'ai des difficultés à me procurer les denrées dont j'ai besoin pour m'alimenter de façon à peu près équilibrée, avec le dérèglement climatique, les sécheresses, les inondations qu'on va connaître, ces denrées, elles vont connaître évidemment un renchérissement absolument considérable. Qui va en subir les conséquences le premier? Les gens dont le pouvoir d'achat est aujourd'hui le plus faible. Quand j'ai des difficultés à accéder à la nature, parce que c'est compliqué, j'habite ce qu'on appelle un quartier sensible, un quartier prioritaire de la ville, et demain, effectivement, cet accès à la nature va être encore un peu plus compliqué. Quand je vais devoir payer mon énergie, celle qui me permet de me refroidir ou de réchauffer mon appartement, effectivement, ça va être encore plus compliqué parce que cette énergie va devenir de plus en plus chère. Vous voyez, c'est tout ça qu'on essaie de faire passer comme notion pour que le lien s'établisse entre fin de mois et fin du monde. Et c'est à cette condition-là qu'on verra nos travailleurs sociaux, une fois dans l'avion, essayer de détourner l'avion en question pour que dans leur établissement, effectivement, tout ça, dans leur établissement médico-social, le plus souvent, tout ça se soit pris en compte et que ça infuse le projet d'établissement dans la bonne direction. On va inviter le 30, je fais un peu de teasing, excusez-moi, mais j'en profite, le 30 mai prochain à Arras, avec l'IRTS d'Arras et l'Université d'Artois, on va organiser une troisième édition du colloque Défis climatiques et travail social. On a déjà réalisé 2 éditions, à Dunkerque et à Loos chez Donatienne. La 3e édition aura lieu donc à l'IRTS d'Arras. Et on va parler cette fois-ci de choses qui sont extrêmement, les choses clivantes. On va parler avec des spécialistes de questions, décroissance et post-croissance. On est aujourd'hui à peu près persuadé qu'effectivement, si on ne va pas dans cette direction-là, si on ne s'inspire pas de ce que nous disent aujourd'hui les gens qui pensent que la décroissance peut être une partie de la solution de nos problèmes, on n'arrivera à rien du tout. Vous voyez, donc on prend des risques, mais on les assume, et tout ça pour essayer encore une fois de faire ce que je vous disais tout à l'heure, monter dans l'avion pour essayer de le détourner et de faire en sorte que nos prévisions demain s'avèrent fausses. Il y a encore un tout petit peu de travail, y compris auprès de nos étudiants, futurs travailleurs sociaux, vous l'avez compris. Merci beaucoup Dominique Boss. Donc merci d'avoir été concis, parce qu'effectivement on a déjà pris un petit peu de retard. On va essayer de laisser la place aux questions. Je trouve que cette notion d'engagement est très très intéressante. On en avait parlé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a une question là-haut. Le micro arrive. Voilà. Je vais meubler le temps que le micro arrive sur cette notion d'engagement dont on réfléchit également ici à la PJJ, puisque on parle de désaffection des métiers du travail social et l'idée parfois émise que le retour à l'engagement des éducateurs peut être une des solutions à la désaffection du travail social. Je sais pas si ça fait aussi partie de vos réflexions aux uns et aux autres. Désaffection du travail social, oui, manque de vocation. Ouais. En tout cas, c'est un problème majeur chez nous, effectivement. Alors, si on essaie de répondre à cette question très rapidement, il y a un problème qui tient aux conditions de travail très clairement qui sont proposées aujourd'hui aux travailleurs sociaux, que j'ai été moi-même. J'ai été éducateur spécialisé avant de partir en psycho et avant de faire autre chose. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas très clairement, de façon très concrète, à améliorer les conditions de travail des travailleurs sociaux, qu'ils soient éducateurs spécialisés ou qu'ils soient sur un autre diplôme d'État, si on n'arrive pas, on a commencé à le faire, mais c'est trop timide, à améliorer là aussi leur niveau de vie et leur niveau de rémunération, on n'arrivera rien du tout. Des étudiants aujourd'hui qui viennent... Regardez les stats Parcoursup, par exemple. Je sais pas comment ça se passe pour le NPJJ, mais nous, on regarde nos stats Parcoursup. Depuis 2018, on voit la courbe, elle fait ça. C'est-à-dire le nombre de candidats au diplôme d'État du travail social, il chute France entière de façon considérable. Et les choses ne sont pas en train de s'arranger. Conditions de travail, conditions de rémunération, parce que sinon, effectivement, on n'arrivera à rien. Demain, il y aura plus de travailleurs sociaux dans nos établissements, et Dieu sait que pourtant nos personnes accompagnées en ont besoin. D'accord. Ma question, c'était plus, est-ce que l'engagement peut pas être une réponse aussi, cette possibilité d'engagement? Alors, de plus en plus de jeunes, après je donne la parole à mon collègue, c'est effectivement, de plus en plus de jeunes choisissent de travailler dans tel ou tel établissement au regard des engagements qu'ils prennent, notamment en matière de ce qu'on appelait encore, ça va devenir un peu compliqué, développement durable. Et c'est heureux. Évidemment qu'ils le fassent. Est-ce que ça peut suffire justement à garnir les rangs des travailleurs sociaux? Je suis pas sûr encore, mais effectivement, c'est un point plutôt intéressant à noter. Oui, en fait, c'était pour l'élargir, c'est-à-dire que là où on a un vrai paradoxe dans tout ce qu'on vient de nommer, et notamment sur l'importance de prendre en compte cette question de justice sociale, c'est que ce sont tous les métiers du lien qui sont en carence de recrutement. C'est-à-dire que c'est la question du travail social, c'est la question de l'enseignement, c'est la question de l'animation. Ce sont tous les métiers du lien qui sont mis en difficulté, alors que c'est ça qui va réussir à nous faire tenir plus collectivement.
Ok, merci Stéphane. Donc il y avait une question. Désolé, j'ai pris un peu la parole le temps que le micro arrive. Mais à vous. Juste, on nous parle d'écologie, on est tous citoyens, on veut tous faire un geste, mais comment faire quand tout semble compliqué? Par exemple, pour le recyclage. Alors, un jour, on nous dit si, il faut faire comme ça. Un autre jour, on nous dit ah bah non, finalement, il faut faire comme ça. Et en voulant simplifier, finalement, tout est compliqué. Et ça amène à ce que les gens se disent bah non, je fais pas le tri, quoi, ça sert à rien. Parce que c'est trop compliqué, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut mettre dans la poubelle jaune, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la... Voilà. Donc, à vouloir des fois trop simplifier, on ne sait plus. Et les gens, après, ils ne prennent plus la conscience du tri. Quelqu'un a envie de répondre à la question ou de réagir aux commentaires de madame? Alors, moi je vais prendre l'exemple de l'école. Vous avez pu constater, et ça fait plusieurs années maintenant, qu'il y a des poubelles différenciées, un peu stylisées, c'est toujours un peu mieux. Et on s'est rendu compte, et Monsieur Berrien en parlera mieux que moi cet après-midi, mais on s'est rendu compte avec que si on incitait les agents à faire le tri, indifféremment, c'était mis à la poubelle derrière. C'est-à-dire que nous, individuellement, on fait l'effort, et derrière, en fait, ça partait dans une poubelle où il n'y avait pas de tri. Et l'école a agi là-dessus, et maintenant, ça a été rectifié. Mais effectivement, et ça rejoint ce qui a été dit, on devient fainéant parce que on ne sait plus, on ne sait pas, et on ne le fait plus ou on ne le fait pas. Il faut de la patience et il faut du courage et il faut quand même le faire. Ce matin, il y avait à la radio, on expliquait comment étaient recyclés ou pas les pots de yaourt. Et donc il était dit, je pense qu'on écoute tous à peu près la même radio le matin. Ouais, voilà. Il était dit que finalement seulement 3% des pots de yaourt étaient recyclés et que la majorité partait pour faire tourner des cimenteries. Quand on entend ça, on se dit je vais plus le recycler mon pot de yaourt, ça sert à rien. Mais il faut continuer à le faire, il faut continuer à le mettre dans la poubelle jaune. Parce que on peut espérer, alors ça engendre une autre utilisation de l'énergie derrière le recyclage, et ça a été dit tout à l'heure, c'est l'ultime solution, mais ça forcera peut-être, je l'ose espérer, les industriels à améliorer leur système de tri derrière et le recyclage. Il faut continuer à le faire en fait. C'est là, on me dit déjà c'est qui on, c'est je trie, c'est pas on me dit de trier. Et ça c'est ce qu'il faut, c'est ce que je disais un peu entre les lignes tout à l'heure, c'est moi qui le fais. On ne me l'impose pas, je le fais parce que je sais que ça a une conséquence positive derrière. OK ? Et il faut continuer à le faire et il faut faire passer le message. Et vous êtes les premiers concernés avec les premiers concernés, notamment dans les établissements de placement, et il y en a qui en parleront mieux que moi tout à l'heure. Ce sont des choses à mettre en place dans les établissements de placement pour inciter les jeunes à le faire quand ils sont placés. Ça dure pas ad vitam aeternam, heureusement, ça reste provisoire, mais ils repartent avec ça et ils ont ça à faire passer chez eux, que ça devienne une habitude et qu'ils en discutent aussi chez eux quand ils rentrent en famille et que les gens le fassent. C'est ça qui importe. Voilà. Jean, merci beaucoup. On va être obligé de faire des réponses concises pour passer des questions. Donc il y a une question là-haut, mais avant peut-être Dominique Georges souhaitait intervenir rapidement. Voilà. Très rapidement et compléter ce qui a été dit et dire notre impuissance aussi. Vous avez tout à fait raison. C'est incompréhensible. Entre la communauté de communes et le SMICTOM du Centre Alsace et la communauté de communes, alors je ne sais pas, Marc-en-Barreuil ou du côté de chez Dominique, c'est incompréhensible. Et on n'a pas fait le taf.
on n'a pas fait le travail. Vous devriez être au fait. Vous devriez être au fait des 5 R. Vous devriez être au fait de savoir comment refuser. Et vous devriez être au courant, savoir faire la différence du monde où l'on vit et du monde dont on vit, et dans quelle mesure vous pouvez réduire l'impact de ces déchets, Jean en parlait auparavant, qui traversent le monde. Donc, 1000 excuses, et j'espère, et grâce à Bernard, Jean ici, Dominique à Lille, ou à Dunkerque, excuse-moi, on pourra essayer de rattraper le retard. Premièrement, former. Deuxièmement, former. Troisièmement, former. Merci beaucoup, Dominique. Donc, on va prendre vraiment... Ah, allez-y. Donc, on prend juste 2 questions, une là tout à haut, et puis Cécile qui voudrait aussi intervenir. Après, on va en rester là si on fait une petite pause. Donc, on vous écoute. Bonjour à tous. Alors, c'est plus un petit constat et après peut-être une petite question derrière. C'est de savoir aujourd'hui, à force de parler d'écologie, est-ce que ça devient une innovation pour les gens? Mais en même temps, on dit souvent pourquoi nous on doit faire et pourquoi pas les autres. Donc ça devient quelque chose en plus, une charge en plus, quelque chose qui est un changement de leur confort peut-être, de leur comportement certes. Mais alors, je dirige des établissements judiciaires, ils sont très excentrés. Donc on parle de covoiturage, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau. Alors, dans ces établissements, on parle pas d'écologie, on fait l'écologie. C'est-à-dire, ça rentre dans un comportement qui est un comportement lambda qu'on doit avoir sur le tri. Donc, il y a des tuteurs qui puissent accompagner les nouveaux salariés ou des tuteurs jeunes qui accompagnent les nouveaux jeunes. Donc, ils leur parlent simplement du comportement à avoir sur le tri, qu'il y a un triage sur le carton, le plastique et le papier, mais aussi l'utilité de ces cartons, de leur donner une seconde vie. Et pareil pour les cuisines, pareil pour les professionnels. Donc, mais dès qu'on parle de l'écologie, mais dès qu'on parle d'un concept, automatiquement, on se dit, ok, c'est un truc en plus qui se rajoute, et pourquoi pas les autres? Pourquoi c'est nous qu'on doit le faire, et pourquoi pas les autres établissements? Et maintenant, ça fait 3-4 ans qu'on fonctionne comme ça. Ça rentre vraiment dans le comportement, sans avoir dit que c'est de l'écologie, mais surtout dans un comportement responsable par rapport à un règlement bien défini autour, entre guillemets, de l'écologie, mais du confort et du respect de la nature, du respect de l'établissement, de son confort aussi, de son hygiène, mais aussi par rapport à eux. Donc, aujourd'hui, est-ce que le fait de parler de l'écologie, c'est peut-être à ce moment-là que les gens détestent le changement. Souvent, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Est-ce que le fait d'y aller directement sans prononcer son nom, peut-être ce sera beaucoup plus efficace par notre comportement? Et vous l'avez dit, former, peut-être former quelques-uns qui pourront emmener les autres. Voilà, merci. Merci pour cette question. Je pense que vous intervenez cet après-midi à table ronde, Monsieur Bachiri, c'est bien ça? Donc j'ai reconnu votre discours, faire de l'écologie, mais sans jamais prononcer le mot. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de réagir par rapport à ça? En faisant court, en tout cas, merci. Ça m'évoque effectivement deux choses. Ça renvoie à aujourd'hui l'écologie va être très culpabilisante. Et en fait, ça fatigue et ça use. Et c'est pour ça, je trouve que dans nos métiers, relier la question de l'écologie ou du développement durable, les remettre dans un contexte historique et faire le lien avec l'historicité de notre fonction plutôt que de nos métiers, et de le renvoyer à la question de l'enjeu social. Comment dans nos sociétés il s'est construit, comment il a été travaillé, par quelles étapes il est passé, ça redonne un récit d'émancipation collective. Et j'insiste sur la question de l'émancipation collective, ça le remet dans quel type de projet de société on veut construire. Et ça, voilà, on n'est pas obligé d'aller nommer ça écologie. Et sur l'interpellation souvent de qu'est-ce que l'éducation populaire peut faire pour la transition écologique, je préfère leur inverser. La transition écologique est aujourd'hui le champ de bataille de l'éducation populaire, mais tel qu'elle peut le porter depuis 200 ans. Et l'autre élément sur on fait de l'écologie sans le faire, c'est en tout cas du côté des organismes de formation,
effectivement, on n'est pas obligé d'annoncer. Alors, il peut y avoir tout un tas de démarches, mais ce qui me semble une posture formative en écologie, c'est de dire, bah voilà, c'est ce que tu témoignais en disant, mais voilà ce qu'on cherche à mettre en œuvre parce que pour nous ça a du sens. Et voilà les difficultés auxquelles on est confronté. Et sur la question du tri, c'est de se dire, on cherche, on est en train de tester ça, on vous accueille là pour 1 an en formation, mais en fait, aujourd'hui, on bute sur telle question, telle question, telle question. Et ça, c'est une éducation à l'écosystème global dans lequel on vit, pour se dire, bah oui, on a connaissance des difficultés, et c'est une invitation à s'engager collectivement dessus. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, Paul? Si je peux me permettre de compléter. Je pense que, de toute façon, la question écologique, elle va être, alors qu'on l'appelle ou non comme ça, punitive. Si on regarde, par exemple, des études qui montrent les couples qui s'engagent sur les couches jetables. Bon, c'est du travail en plus. Faut nettoyer les couches, porter le seau rempli de couches sales, et on sait qui prend en charge cette écologie du quotidien, comme beaucoup des tâches entre guillemets d'éco-gestes, ce sont les femmes. Donc il y a effectivement des inégalités importantes et une dimension qu'il faut accepter, que c'est du travail supplémentaire. Ça, me semble-t-il, on ne pourra pas s'en passer. Et c'est vrai qu'on fait face à une concurrence qui est terrible, c'est celle du système dans lequel nous vivons, capitaliste, extrêmement attractif. Alors moi, il y a une expérience, je me permets, justement de Bruno Latour, qui dit, avec vos étudiants, faites le test de quoi vous êtes prêts à vous passer dans votre fonctionnement quotidien et de quoi vous pouvez absolument pas vous passer. Bon, je l'ai fait, ça fait 2-3 ans que je fais l'expérience, eh bien... on ne peut pas dire que ce soit très encourageant. Par exemple, téléphone portable, séries télé, etc. arrivent dans les choses dont on ne peut pas se passer chez la majorité des étudiants. Donc on est quand même à un niveau de dépendance de ce point de vue-là qui me fait penser malgré tout que, même si on le pense dans une question d'émancipation, certes émancipation, mais l'espace qu'on avait devient un couloir, si ce n'est même un petit fil sur lequel nous allons devoir naviguer. Et je pense que là, en tant que moi, sociologue, il faut vraiment qu'on prenne notre part pour le travail social. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas une question uniquement de pratique de recettes, c'est une culture. Il y a une révolution culturelle à faire. On le voit dans le cinéma, on le voit dans la littérature. Il y a des écrivains qui ont changé leur façon d'écrire. On le voit dans les arts, bien entendu. Je l'ai dit. Il faut que nous, les sciences sociales, on change nos façons de faire et de représenter le monde. C'est une bataille culturelle, d'une certaine manière. Un bon exemple, alors c'est peut-être pas le bon endroit, mais l'encyclique du pape Laudato Si sur la conversion de l'Église catholique à l'écologie. Bon, on en pense qu'on veut, mais c'est extrêmement, entre guillemets, progressiste ou anti-progressiste, ça dépend comment on prend les choses, de ce point de vue de la transformation écologique culturelle. Il y a une bataille culturelle et tous les manuels sur une culture écologique dans le travail social, en sociologie, ce qu'ont fait mes collègues en anthropologie, Philippe Descola notamment, Bruno Latour, ce que font les historiens qui disent, attendez, cette histoire qu'on a oublié l'environnement, c'est pas vrai. On le savait, mais il y a eu des processus actifs de déni. Tout ça, ça doit quand même nous rappeler que l'amnésie collective depuis 100 ans sur ces questions climatiques, ça a été un construit actif par d'autres. Nous, il faut qu'on gagne la bataille. Et effectivement, ça se fera pas tranquillement. Ça, c'est absolument certain. Il faut en prendre conscience. Merci Paul. Juste, je pense que nos étudiants ont besoin aussi d'entendre que les efforts, parce que là on parle d'efforts avec Paul et je pense qu'il a tout à fait raison. Tout ça, ça va pas être très confortable. On va perdre en confort de vie. C'est compliqué, mais il va falloir qu'on l'admette. Il faudra que ça ait du sens, parce que si on n'arrive pas à donner le sens des efforts qui seront à faire, nos étudiants le feront pas et nous-mêmes on le fera pas. Donc quand on a compris qu'effectivement tout ça, ça doit contribuer à diminuer notre empreinte carbone, nos émissions de gaz à effet de serre, ça commence à prendre du sens. Quand on sait aujourd'hui l'impact de nos émissions carbone sur le climat, effectivement, tout doucement mais sûrement, faire des efforts en ce sens, ça peut avoir du sens et ça peut provoquer les déclics dont il était question tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, notre ami Jean-Baptiste. Alors, rapidement, on a 30 minutes de retard. Donc, ça fait... Pour résumer ce qu'il vient de dire brillamment, Bruno Latour, il a une petite phrase, c'est ce qui nous arrive, c'est dramatiquement enthousiasmant. Bon. Alors, une dernière question. On a 30 minutes de retard, Cécile. Donc, vraiment, alors, une question super brève.
Réponse encore plus brève. Donc Alors, Cécile Allumière, qui est nouvelle directrice de la formation à l'NPJ. Alors je suis un peu embêtée parce que en fait ma question c'est plutôt une réaction, c'est une réaction au propos de Monsieur Carry qui disait que le constructivisme l'agaçait et que le fait que la nature soit inconstruite était une expression dont il commençait à avoir marre. Alors peut-être juste, je suis un peu désolée parce que ça mériterait certainement plus de temps, donc je vais aller vite. Je vais citer Ernst von Glaserfeld, philosophe constructiviste, quand il dit « Nous n'avons personne d'autre à remercier que nous-mêmes pour le monde dans lequel nous pensons vivre ». Je pense que ça nous donne aussi un peu d'espoir. Et notamment sur le fait que si la nature est un construit social, on a la possibilité de déconstruire et de reconstruire la vision qu'on a de la nature. Donc voilà, alors c'est un point de vue d'une constructiviste radicale qui réagit à vos propos, mais en tout cas, si vous pouvez dire 2 mots de en quoi le constructivisme pose un problème quand on travaille sur les questions d'écologie et la perception qu'on a de la nature. Voilà, ça va peut-être pas prendre 2 minutes. Est-ce que c'est possible de répondre en 2 mots? Je sais pas. Je vais répondre en 2 mots. Non, je pense que la perspective constructiviste, c'est un peu ce que les éthiciens de l'environnement ont dit. Voilà, imaginez vous êtes le dernier homme ou la dernière femme sur Terre. Est-ce que ça vous donne le droit pour autant de tout détruire parce que de toute façon il n'y aura plus personne pour le reprocher? Si vous avez une éthique purement anthropocentrée, pourquoi pas? Mais pour le reste du vivant, celui qu'on a refusé de penser dans les sciences sociales, c'est absolument non. Deuxième exemple, c'est la typologie que prend une philosophe que j'aime beaucoup, Virginie Maris, sur les conceptions de la nature. On peut avoir 3 acceptions de la nature. La première, c'est la nature, totalité, c'est tout le monde dans lequel nous habitons. Deuxième acception de la nature normalité, ce qui doit être, ce qui nous fixe les normes. Mais il y a une troisième conception de la nature, et là, je n'aime pas du tout Bruno Latour parce qu'il rejette cette conception de la nature, c'est la nature que nous n'avons pas créée, c'est la part sauvage du monde. C'est cette nature altérité sur laquelle nous n'avons pas un contrôle total, fort heureusement, parce que sinon c'est l'âge de l'anthropocène dominant, c'est l'âge où on va balancer des substances dans l'atmosphère pour recréer du climat, c'est l'âge où finalement on va remettre même des gènes de mammouth pour les faire revivre. Bon, c'est l'étape d'un contrôle total sur la nature. Je pense au contraire qu'il faut laisser sa place au sauvage et renoncer, et c'est le point fondamental parce qu'on n'est pas prêt à le faire, à notre idée de maîtrise complète de l'ensemble des phénomènes. Voilà pourquoi j'aime pas cette perspective constructiviste intégrale qui est finalement l'idée que ça va s'arranger, de toute façon on domine et on a les moyens techniques pour le faire. Voilà. Merci beaucoup. On va vraiment en rester là. Vous pouvez continuer la conversation pendant la petite pause. Donc petite pause de 10 minutes, il faut qu'on rattrape notre retard immense. Merci beaucoup. Merci.